Dans l'interview que vous êtes sur le point d'écouter, nous abordons le sujet du bien-être des étudiants vétérinaires en France. Cette interview, elle fait bien sûr écho à l'article paru dans le journal Le Monde en novembre 2025 et au dernier volet de l'étude du professeur Truchot qui est paru en septembre 2025. Mon objectif sur cette interview est le même que sur l'ensemble du podcast Indiana Vets. C'est recueillir le ressenti, le vécu, les émotions, les pensées des personnes. Le but, c'est de mieux comprendre leur réalité. En aucun cas, mon intention est de pointer du doigt, de condamner ou de trouver des coupables. Je pense que trouver des solutions constructives passe d'abord par la compréhension mutuelle des parties. J'espère que cette interview sera éclairante pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai longtemps cru que j'étais seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et les apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti! Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle interview d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'accueille Lucie et j'ai un très grand plaisir à t'accueillir parce que ça fait un moment qu'on a parlé de faire cette interview ensemble. Donc, bienvenue sur ce podcast. Lucie, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, merci, ça va très bien. Moi aussi, je suis très contente de faire ce podcast avec toi parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on en parle et que voilà, Yes. on devait le faire. Ça fait un moment. Bon, on va peut-être aussi parler de ce pourquoi ça fait un moment et pourquoi on l'a peut-être pas fait avant. On verra bien au fil de l'interview. Mais je pense que nos auditeurs et auditrices ont très envie de savoir finalement qui tu es, Lucie. Grande question. Alors déjà, peut-être dire comment c'est connu parce que c'est vrai que nous, on est tous les deux au CA de l'association qui s'appelle Vétérinaires pour la biodiversité. C'est comme ça qu'on s'est connus. On est tous les deux administrateurs depuis la création. Depuis 2 ans, ouais. Voilà. Mais même plus que 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Oui, c'est ça. Le temps passe. Et sinon, je vais essayer peut-être de me présenter, mais pas en tant que vétérinaire, parce que je sais que c'est un peu le problème qu'on a de toujours mettre ça en premier. C'est vrai. On va essayer. À toi de voir si c'est un problème et à toi de voir si tu as envie de te présenter comme ça ou quoi. Vraiment, c'est libre. À toi de nous dire. Ouais, moi je pense que c'est un problème qu'on se définit trop par ces métiers-là. Donc, yes. Voilà, donc moi je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans. J'habite en Meurthe-et-Moselle. Je suis issue d'une famille voilà, hyper attractive comme région. Étant lorrain, je te comprends. Moi, c'est mosellan génétiquement, donc voilà. Bon, tu vois, je ne savais même plus. On en avait parlé. Je savais pas que t'étais lorrain. Ok, bon, ça va alors. Pas de jugement. Mais d'ailleurs, non, moi c'était pire pour moi parce que je suis même pas de Meurthe-et-Moselle. En fait, je viens du nord de la France de la base, et on a déménagé quand j'avais 8 ans. Mais voilà. D'accord. Ok. Je suis une région, voilà, pas attractive. Plutôt nord. Région, voilà. Plutôt nord. Voilà, ma famille, on est tous des scientifiques. Ma mère, elle est pharmacienne, mon père, il est chimiste. Mon frère, il est ingénieur en mécanique, tu vois. Okay. Et du coup, j'aime les animaux depuis que je suis toute petite. Là, j'habite près d'une forêt où il y a de la faune sauvage, donc mes parents, ils sont hyper à fond là-dessus aussi, ils nous ont transmis ça. Donc c'est un peu pour ça que je suis allée vers les études vétérinaires aussi, quoi. Parce que j'aimais les animaux un peu comme tout le monde. Hein. Ouais, l'amour des animaux, à la base. Ouais. Et donc, à la base, je voulais pas faire vétérinaire du tout. J'étais partie pour faire comportementaliste au début, parce qu'on avait un chien hyperactif, impossible à éduquer. J'étais là, mais en fait, c'est vachement utile ce métier. Du coup, j'étais partie là-dessus. Et puis après, ostéo-équin aussi, parce que tu vois, je commençais déjà à avoir des problèmes à l'époque de posture, on en reparlera peut-être, mais et je voyais aussi bien l'intérêt d'un ostéo. Et mes parents, ils se disaient, non, mais à l'époque, c'était pas reconnu, tu vois. Encore, et c'était non mais il faut faire un métier qui est, tu vois, ma mère c'était la stabilité avant tout, quoi. Et en plus j'étais bonne élève, donc pareil, les profs c'était non mais t'as des super bonnes notes, il faut faire prépa, du coup on fait veto, quoi. Et ah oui.
Ouais, moi, Eh je me oui. suis un peu laissé convaincre aussi, tu vois, ça me paraissait logique de faire un truc plus Ça me stable. parle. Ben ouais. Voilà. Ça, les conseillers d'orientation qui voient tes notes, que t'es entre guillemets première de la classe, et du coup, bah évidemment, c'est la voie royale, va faire Voilà. veto. Tu sais pas ce que tu veux faire, mais fais prépa comme si c'était, ça se faisait pas. Alors qu'en C'est fait, ça. c'est quand même de l'énergie derrière, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Donc au début, c'était pour faire ostéopathe et derrière. Et puis en fait, comme tout le monde, hein, ça change là au cours des années. Et du coup, aujourd'hui, sinon, bah, en fait, j'exerce plus vraiment en tant que vétérinaire. Je suis plutôt, je me définirais plutôt comme chercheur en écophysiologie de la faune sauvage, on va dire, disons ça comme Ouais. ça. Parce que Ok. je suis doctorante en recherche au sein d'une une équipe en Norvège qui, voilà, il y a des vétos, il y a des écologues, et je travaille sur, en gros, l'impact du changement climatique sur la reproduction des ours bruns et des élans. Waouh, Voilà. ça va faire voyager les gens qui nous écoutent. Voilà. Ok. Et donc voilà. Sinon, propos de moi, quoi d'autre, j'aime la musique, je fais du piano, mais j'ai jamais appris. Ça donne ce que ça donne. Ok, tu Ouais. joues quand même, ouais. Ouais, je joue quand même parce qu'il y a toujours des instruments qui ont traîné dans la maison, donc voilà. Ah, chouette, ouais. Et, ouais, j'ai fait du violoncelle 10 ans, mais je sais plus en faire aujourd'hui parce que c'est un peu comme tout le monde, on abandonne nos loisirs quand on arrive en prépa, voilà. Ah oui, toi aussi. Ouais, 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 c'est ouais. un sujet, ça, hein. Ouais, t'as Carrément, abandonné tes carrément. loisirs aussi. Ouais, ouais, moi en prépa, parce que je fais prépa BCPST, du coup, je crois que je m'accordais genre 15 minutes par semaine, tu vois, de temps personnel. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, c'était très, très malsain. Et Hmm. ouais, voilà. Bon, on a fait Euh, un beau tour déjà. Et ça m'interpelle, ouais, tu dis que c'est malsain du coup. Ouais, alors après, moi, j'ai fait une prépa BCPST à Nancy, du coup, en Lorraine, près de Ouais, chez mes ok. parents. Je me sentais pas du tout de quitter ma famille parce que j'ai hyper stressé. Enfin, même au lycée, j'étais au lycée, j'ai passé le bac en 2013 et c'était l'année où Hollande il avait fait une réforme un peu sociale pour qu'il y ait plus de mixité en prépa, parce D'accord. que c'était considéré qu'il y avait que les gens aisés qui pouvaient accéder en prépa et tout, ce qui est en soi une bonne idée, mais en fait c'était hyper mal foutu parce qu'ils prenaient un ou deux étudiants par lycée, les meilleurs, tu vois, quel que soit le niveau du lycée. Moi, mes parents m'avaient mis dans un lycée privé qui était hyper bon dans la région. Mais en fait, même si t'étais bon, si t'étais pas premier ou deuxième, t'avais aucune chance d'aller en prépa parce qu'on sélectionnait des gens qui seraient jamais rentrés Hmm. sur dossier avant, tu vois. Ouais, Et d'accord. voilà, donc j'étais hyper stressée déjà à ce moment-là. Et après en prépa, enfin, je me mettais la pression toute seule aussi, quoi. Enfin, c'était une prépa assez cool provinciale. Il rentrait 5 à 10 vétos par an, quoi. Ouais, c'est Poincaré, c'est ça, Ouais, c'est ça, Nancy, hein. Poincaré. Ouais. Henri Poincaré, Je ouais. me souviens, j'ai des amis qui sont sortis de cette prépa. Ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, enfin, les profs, ils étaient très sympas et tout, pas de souci là-dessus. Mais ouais, la pression qu'on te met, et puis c'est malsain parce qu'en fait, on te note par rapport aux autres, tu sais. Et Donc en oui. fait, t'as aucun référentiel parce que tu sais pas ce que les autres ont fait. Donc moi, j'avais toujours l'impression, tu vois, tu sors, t'as fait un tiers du sujet, je dis, putain, je suis une grosse bouse et tout. Et en fait, tu finis par majorer, t'es là. Donc t'as ce truc schizophrénique entre je me sens trop nulle, mais les gens ils disent après non, mais c'est bon, 18 et tout, en ayant fait, ou 16, en ayant fait un tiers du chiffre, tu dis non, mais je suis en prépa de province, mais à l'école, enfin au concours veto, je vais me ramasser parce qu'on se raconte les gens de Paris qui sont des dieux, tu vois. Du coup, Hmm. c'était très très dur parce que je bossais énormément et puis, Ouais. ouais, enfin ouais, je prenais même sur mon temps de sommeil et tout, enfin c'était vraiment pas bon. Ouais, c'est pour ça d'où tu dis le malsain, parce que finalement, même les besoins physiologiques, ils passaient après, les Ouais, loisirs, ils passaient après. En fait, il y a tout qui passe en second plan du moment ouais, où tu arrives en prépa, quoi. ouais, ouais. Et alors Hmm. c'était marrant parce que j'ai un frère jumeau du coup qui faisait prépa euh, PTSI, donc c'est physique avec une partie ingénierie plus technique, tu vois. Et alors lui, bah, lui, il est, pour faire le lien avec l'épisode d'avant, il est HPI, tu vois, donc Ah oui, il ouais. a des facilités que j'ai pas. Et du coup, bah, c'est mes pauvres parents, parce qu'ils étaient entre mon frère qui travaillait pas beaucoup, mais qui réussissait quand même, donc c'était ah, lui, travaille plus, tu vas rater ton concours. Et puis moi, c'est des arrête de travailler, tu vas claquer en vol, là. Ah C'était, oui, d'accord, ouais. Oui, c'est vrai qu'avoir ce référentiel-là dans la famille, oui, ça doit être assez compliqué à gérer quand même. ouais, mais Ouais, bon, du ok. coup, voilà. Ok, alors ça, c'était la prépa, Lucie. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment tu as fini, en fait, dans quel état tu as fini la prépa et comment ça s'est passé, ton arrivée à l'école veto, etc. Parce que ça tombe bien que tu te sois arrêté pendant quelques minutes sur la prépa. Le thème de cet épisode, ça va justement être les études et on va se focaliser évidemment sur l'école vétérinaire parce que c'est un sujet hyper actuel. Bref, ça ce sera pour la suite, mais d'abord, je te laisse répondre à la question. Ouais, alors ouais, la prépa, j'ai réussi à, donc j'ai fait 3 et demi, j'ai réussi à finir, hein, mais j'aurais pas fait une troisième année, je Waouh, pense. bravo. Parce que ouais, non, en plus j'étais l'année de la réforme, alors on savait pas à quoi on allait être
cuisiner du tout. C'était vraiment Ah oui, en hyper plus. stressant. Ouais, tu t'entraînais à fond, mais en fait, tu sais même pas si c'était utile ce que tu faisais, tu vois, parce que Ah t'avais ouais. aucune idée de la forme de. T'avais un sujet pour t'entraîner, pour voir qu'aurait Waouh. été la Ah oui. forme de. Pas de recul, quoi. Pas Non, d'anal, comme on dit et qu'on non, utilise en école veto. Ouais. non, non. Et puis en plus, tous les comment on avait moins de cours que les années précédentes, et donc les anciens qui faisaient 5 demi, il y avait des choses qu'on avait en épreuve de documents que eux ils avaient vu en cours l'année d'avant, tu vois. Donc ils étaient hyper avantagés sur certains sujets. Donc bref, c'était Ah oui, d'accord. assez merdique. Mais ouais, du coup, je pense qu'à l'époque, j'étais en burn-out, mais on en parle, tu vois, on en parle pas trop en prépa de ce genre de problème. Et alors qu'on est quand même vachement à risque, quoi. Ouais, Et clairement. Et quand tu dis burn-out, c'est-à-dire tu te souviens un peu de ce que tu ressentais? Ça date un petit peu ouais, maintenant, ouais. mais Ouais, ouais. ouais, ouais, non, mais carrément, en fait, je sais pas si c'était vraiment un burn-out ou si c'est juste que mes surrénales étaient vides, tu vois, enfin, mais en gros, bah, j'avais plus d'énergie, et puis j'avais plus aucune volonté, tu vois, j'étais complètement apathique, genre le soir, j'avais même plus de stress, j'étais mes exercices, j'ai est-ce que je refais une 30e fois le même exercice, sachant que je connais par cœur les réponses, donc ça sert à rien. Donc j'allais me coucher, il était 21h, tu vois, je me réveillais un quart d'heure avant les cours, parce que de toute façon, j'étais complètement apathique, tu vois. Et puis il y a eu des choses qui se sont passées, genre ma meilleure amie, elle a fait une tentative de suicide, j'ai rien ressenti, tu vois. J'étais complètement Waouh. déconnectée, tu vois. À Ouais. l'époque, j'appelais ça le mode courgette, parce que j'étais comme un légume, tu vois, en fait. J'avançais Je vois mécaniquement, mais l'image, ouais. je me Et suis oui. juste avant les écrits, je me suis rendu compte qu'il y avait un chapitre que j'avais pas oublié de lire en mathématiques, tu vois. J'ai même pas ressenti, j'étais là. Parce que je vais vraiment me faire chier à le lire, putain. J'en étais vraiment, ouais, non, tu sais, complètement vide, quoi. Ouais. T'as Ouais, pris conscience un peu de cet état-là à l'époque, à un moment donné? ouais, j'en avais conscience, mais tu vois, c'était pas important. Enfin, déjà à l'époque, tu vois, c'était le travail le plus important que la santé. Donc Ouais. j'en avais conscience. Je dis de toute façon, il faut tenir pour y arriver, on verra après, tu vois. Enfin, ça Ouais, on ira met la mieux santé de pendant les côté. vacances. Ouais, c'est ça. La santé, Waouh. c'était Ouais. pas le problème, quoi. À un moment donné, il fallait réussir le concours et puis. Coûte que coûte. Ouais, mais c'est clair En que fait, j'avais dit à c'était mes ça. parents, j'avais dit à mes parents si je réussis pas, je ferai pas de 3e année parce que ça, j'y arriverai pas, quoi. C'est à un Et moment ouais, donné, qu'est-ce qui se ouais. serait passé en fait? Enfin, si, imaginons que tu avais continué vraiment sur ce rythme-là encore une année, en fait, tu voyais quoi comme risque? Oh bah non, c'est juste que je pense que mon cerveau il fonctionnait plus, quoi. À un moment donné. Ouais, c'était fonctionnel. Ouais. Là, mon frère, tu vois, il a fait un burn-out il y a pas longtemps. Il disait, il s'en est rendu compte. Il allait commander une pizza et au bout du 3e ingrédient, il se souvenait plus du premier. Donc, Ah voilà, ouais. il était incapable de, tu vois, à un moment donné, son cerveau, il fonctionne juste plus, quoi. Tu peux plus mémoriser et tout ça. Donc, je pense que Mmh. ça aurait servi à rien de continuer, hein. Ouais, C'était même je pas que comprends. j'étais fatiguée, c'est que ça, de toute façon, ça servait à rien, quoi. Ouais, ouais, ça servait plus à rien, il était plus capable. Ouais, c'est Mmh. ça. Ouais, d'accord. OK, et du coup, ça s'est passé comment? L'arrivée à l'école? Ouais, ça c'est franchement les premières années c'était vraiment super. OK. On a été super bien accueillis par les anciens. Enfin comment l'intégration c'était pas du tout ce qu'on entend des fois hyper trash et tout, pas du tout. Enfin c'était hyper bon enfant et tout ça. Et en plus, il faisait, enfin, les activités, il faisait bien attention qu'on soit mixé avec tous les jours, on changeait de groupe, donc il faisait vraiment en sorte que tout le monde se côtoyait pour qu'on apprenne à connaître le maximum de gens, quoi. Ouais, C'était super. vachement, ouais, je crois que c'était vachement bien organisé. Et sinon, bah, les cours super intéressants. Enfin, moi, ça m'intéressait de ouf, quoi, apprendre comment fonctionnaient Trop les bien. animaux, tout ça. Et ouais, puis je veux dire, enfin, t'as plein d'opportunités, club étudiant, c'est quand même super cool. T'as une bonne ambiance. Moi, j'étais aussi sur la RES, quoi, donc Mmh. t'as une bonne ambiance et tout ça, quoi. Ouais. Sur le campus, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, enfin, Lucie, là, j'ai une question. On en a discuté juste avant l'interview, on n'en a pas reparlé depuis l'enregistrement. Tu m'avais dit qu'en prépa, enfin, il me semble pas, hein, en prépa, tu as tout arrêté, hein, tes activités extra scolaires, la musique et tout. Enfin, je sais plus si c'était Ouais. avant ou après le début de l'enregistrement, mais tu as tout arrêté. Et comment ça Mm. s'est passé à l'école à ce niveau-là? Ouais, j'ai repris des activités quand même. Ouais. Pareil, l'équitation, tu vois. On a organisé un cours uniquement entre nous là on avait comparé avec les différents centres équestres, s'ils pouvaient créer un cours juste pour les vétos et tout. C'était vachement bien. Mais oui, Ah, j'ai repris des activités, bah, du sport, du machin. Donc ça, ouais. c'était cool aussi, ouais. Et ça a évolué comment là justement, cette apathie que tu ressentais là, le fait que ton cerveau il fonctionnait plus, à l'issue des 2 années de prépa? Mais écoute, je me souviens
plus vraiment. Je me souviens juste que j'étais hyper stressée parce que je suis toujours stressée, hein, mais, Ok. et en fait, tu sors de prépa, tu dis non mais c'est bon, maintenant je sais travailler, tu vois. Mais en fait, le travail était complètement différent quand t'arrives à l'école veto. C'était énormément d'apprentissage par cœur. Enfin, t'avais un volume énorme de choses à apprendre par cœur. C'est ça, Alors ouais. qu'en prépa, Ouais. c'était beaucoup de travail, de réflexion, de trucs hyper compliqués de mathématiques ou de physique. Et en fait, c'était le volume à apprendre par cœur qui m'a un peu déstabilisée. Mais Hmm. du coup, ça, je sais que j'étais stressée, quoi. Ok. Et puis le fait aussi de, tu sais, au début, les gens ils disent non mais tu verras, personne va en cours et tout. Je dis ah non mais ils sont fous, moi je vais aller en cours, enfin je vais faire un bon veto, tu vois. Mais en fait, j'ai tenu une semaine parce que c'est juste impossible la quantité qu'il faut, tu peux pas retenir quoi. On te passe un Hmm. parasite toutes les 10 secondes, qu'est-ce que tu veux retenir de ça? Donc je dis moi, enfin, je suis passé 8 heures en cours et puis j'ai rien retenu, c'est possible. J'ai un tiers de mes notes, je comprends rien de ce que j'ai écrit. Ouais, Donc trop d'informations, c'est ça? ouais, c'était trop. Hmm. En fait, le problème c'est que c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Je crois que c'est encore pire aujourd'hui, mais que les profs, on leur demande de réduire leur volume horaire, mais pour la même, enfin les mêmes choses qu'on Ouais. doit La t'apprendre, tu même vois. quantité d'informations. Donc Hmm. eux, ils font comme ils peuvent parce qu'ils ont vachement peu d'heures de cours pour te faire passer des infos, mais en fait, pour un cerveau humain, c'est juste pas possible de. C'est too much. Ouais, too much. Ouais. Ouais. Comment tu vivais du coup toi bah, tu nous dis hein, il y a cette sensation de too much. Tu vois par exemple moi les cours magistraux je sais que la passivité dans laquelle on se situe avec ce prof qui nous donne des infos à sens unique hein, c'est vertical uniquement. Ben, moi je sais qu'au bout de 5-10 minutes je décrochais. Enfin ma Ah ouais. concentration elle était à zéro enfin il me récupérait plus après quoi. Et c'est cette passivité moi qui fait que très vite je suis plus allé en cours non plus. Ouais, moi c'était pareil. Tu te retrouves aussi je suis ouais. décrochée aussi, ouais. Parce que puis forcément, puis comme c'est trop rapide, bah il y a une partie des informations d'avant que t'as pas capté, donc en fait tu captes rien à ce qu'il dit ensuite le prof, quoi. Il y a ça aussi. À la fin du compte, t'es là, bon ok, je sais, mais en fait j'ai rien compris. Surtout des trucs hyper compliqués, genre la physiologie Et au oui. niveau cardio-respiratoire. Alors laisse tomber, si t'as raté une information au début, qu'est-ce que tu veux comprendre la suite? Ouais, ouais, C'était, ça fait ouais, boule de neige et après ouais, il y a plus d'intérêt à rester quoi. c'est Et du ça. coup, bon, les années elles passent comme tu disais, hein, ça va. Enfin, tu te sens bien dans cette ambiance, socialement, intellectuellement, même si tu vas pas en cours, tu as dû te débrouiller autrement. Et du coup, comment ça se passe la suite, par exemple l'arrivée en clinique? Ouais, bah l'arrivée en clinique c'est grosse déception. Hein. Je pense que c'est beaucoup de gens qui vivent comme ça, parce qu'en fait c'est vrai que quand t'es dans les premières années, comme tu dis, c'est que des cours magistraux, beaucoup de trucs à prendre par cœur, et du coup t'as hâte de pratiquer quoi, Eh oui, de faire des vrais trucs pour devenir un complètement. vrai veto. Voilà, donc t'es hyper motivé et tout. Puis t'arrives, bon en troisième année déjà t'es que observateur quoi, donc on te laisse déjà pas faire grand chose, sauf si t'as des 4A qui t'encadrent bien. Je sais que nous, nos 4A, nous laissaient pas faire grand chose, quoi. Je crois qu'ils avaient été aussi frustrés, eux, l'année d'avant, et du coup, bah, c'était y rattraper, forcément. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que t'es observateur et t'as l'impression de te gêner en permanence, tu sais pas où te mettre. Eh Parce ouais. que Hmm. t'es là, mais en fait, tu sers à rien, et puis les gens, ils ont pas le temps, forcément, de te montrer, machin. Donc ça, c'est compliqué, franchement. Et, euh, Hmm. et Donc en fait, après, tu dis les troisième années. Alors juste, c'est vrai que, enfin, vu que maintenant je suis de nouveau en contact avec les étudiants depuis 2 ans, maintenant c'est les A4. Les oui, oui. anciens troisième année, on appelle ça les A4. Enfin, juste pour s'il y a des étudiants qui nous écoutent, mais bon, je pense qu'ils savent très bien l'équivalent. Hein. Mais en gros, c'est le milieu de cursus de l'école veto. C'est troisième année à notre époque. Maintenant, ça s'appelle A4. Et du coup, c'est les A5 qui supervisent les A4. Ouais, c'est Voilà, ça. C'est là que tu te sens vieux. carrément. Ça a changé juste après que je sois sortie, mais oui, oui, c'est ça, à 4. Euh, mais oui, du Yes. coup, Hmm. là, tu commences un peu à déchanter, tu vois. Et après, en quatrième année pour moi, mais du coup, à 5, Ouais, exact. là, tu commences à faire des choses. Et donc, mais t'es un peu, c'est pareil. Tu fais des choses, mais en fait, comment t'apprends toujours pas grand chose en fait, parce que déjà il y a un gros problème il y a pas assez de cas cliniques par étudiant, ça c'est clair. D'ailleurs, enfin à Lyon, je sais pas si tu sais, mais on était la seule école à avoir l'accréditation nord-américaine et on l'a perdu en partie à cause de ça, parce qu'il y avait plus assez de cas cliniques par étudiant. Ok, Et parce que je crois qu'ils l'ont récupéré parce que moi je l'avais passé le Navelet justement en 2017, tu vois, ok, je l'avais passé à cette époque-là. Et je crois, d'après ce que les étudiants m'ont dit, que ça a été remis, mais qu'ils l'avaient eu de justesse. Enfin bref, j'ai pas l'information exacte, ok. mais il l'avait perdu. Ils l'avaient perdu en partie Ok, aussi à cause du fait qu'ils avaient pas une clinique spécialisée NAC, et je crois qu'ils ont construit des bâtiments pour faire ça justement. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont récupéré en partie. d'accord. Ok. Mais ouais, ils l'ont perdu. C'est pour ça que moi, à mon année, tout le monde passait le Naveleux, donc ils étaient tous. Bon, du coup, on apprenait pas mal en théorie parce que tout le monde était sur leur application. Là, je sais plus comment ça s'appelle pour passer le concours pour s'entraîner. Et Yes.
Moi, je l'ai pas passé, hein, mais Moi, je m'en suis jamais servi, je t'avoue. Hein. C'était vraiment en mode l'opportunité. Mais j'avais pas d'application à l'époque. Nous, c'était vraiment. Je crois qu'on se démerdait plutôt. Ouais, on était plutôt dans la démerde à l'époque. Ah ouais. Et du coup, comment ça se passe ton arrivée en fait dans cette fameuse année, donc cette 4e année appelée actuellement A5, année durant laquelle on passe 100% de notre temps, ou presque. Il y a la revue. Le fameux spectacle de fin d'année. On passe 100% de notre temps dans les hôpitaux, dans les différents services. Alors, j'ai déjà précisé quand même que Attends, je me trompe pas parce que les années se mélangent du coup. J'ai quand même fait une dépression en fin de 3e année, qui était en partie géoclinique, mais pas que, tu vois. Mais il y avait quand même ce sentiment de se sentir, tu sais, de bosser, mais de se sentir inutile en permanence, et d'être un fardeau et de servir à rien, machin, ça n'a pas aidé. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Et oui. Voilà, et donc du coup, j'ai fait une dépression, mais je me suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait, tu sais pas ce que c'est une dépression quand t'es jeune, enfin c'est normal, t'es pas censé être exposé à ça. Ouais, bien sûr, tu passes ça sous silence. Hein. Voilà, et en fait, du coup, j'étais bien au fond du trou quand même à la fin de l'année. Et le problème, c'est que la dépression, c'est dépression du moral, mais t'as aussi une dépression du système immunitaire, ce qu'on te dit pas. Voilà, donc je me suis mis sous antidépresseur l'été, et en fait j'étais de nouveau au taquet quand j'ai commencé la 4e année, et on a commencé par les cliniques équines, tu vois. Donc c'est genre une rotation quand même compliquée, tu vois. Oui. J'étais hyper au taquet, j'étais là, ouais vas-y, je suis nouveau à fond, je te prends le cheval au contagieux qu'il faut aller voir tous les 2 heures, je m'en fous même si c'est hyper chiant. Et donc j'ai été voir ce cheval au contagieux toutes les 2 heures pour lui mettre des soins dans des gouttes oculaires. Et en fait, au bout d'un moment, elle était plus censée être là pour des soins contagieux, mais tu sais, dans le CHUV, ils interdisent de mettre les chevaux qui ont été mis au contagieux dans des box normaux, même, ils restent au contagieux jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Je m'en souviens bien de ces bâtiments, ouais. Voilà. Et donc, du coup, la jument, elle s'était fait mal de manière stupide à un œil, elle avait eu peur d'un truc, elle s'était cogné l'œil, ça n'a rien à voir avec son truc, la raison pour laquelle elle était rentrée. Et donc, ils ont considéré qu'elle était plus contagieuse, parce que ça coûtait hyper cher de mettre toutes les 2 heures du matériel, tu vois, pour te protéger. Et du coup, ils ont enlevé tout le matériel. Parce qu'ils se sont dit, bon, c'est bon, elle est plus contagieuse, on enlève les protections, tu vois. Et moi, une semaine après, j'étais aux urgences pour choc septique, tu vois. En train de, voilà. D'accord. Voilà. Bon, parce que, en fait, j'ai un super système immunitaire de base, tu vois. J'ai jamais eu la grippe, j'ai jamais eu le Covid. Mais là, avec la dépression et tout, je pense que j'étais, ça jouait. La répétition, tu vois, le risque, il est répété toutes les 2 heures, et, bien sûr. Ouais. T'es au contact toutes les 2 heures. Et ouais. Donc, suite à ça, là, choc septique, urgence. Puis, encore une fois, tu vois, c'est le travail avant la santé, quoi. Moi, j'étais en état confusionnel et tout, j'avais 41 de fièvre, tu vois. Mais j'étais aux urgences et j'étais là, non mais je repars quand en fait, parce que vous comprenez, il faut que je retourne en clinique équine, mais vraiment. je peux pas, j'étais en train de mourir, tu vois. C'est au-dessus de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Le médecin était là, mais mademoiselle, vous êtes vétérinaire, vous avez plus de plaquettes, plus de globules blancs, plus machin, votre cœur, il y a des problèmes là au niveau de l'ECG, vous comprenez qu'on peut pas vous laisser sortir. Mais non, tu vois, c'est fou, hein, comment on est formaté et conditionné, hein. C'est impressionnant. Et tu vois, j'en profite parce que clairement, il y a un lien avec ta présence, en tout cas là en ce moment, sur ce podcast et cette interview. C'est évidemment, j'ai envie d'évoquer l'article paru dans Le Monde, hein, qui a enfin un peu, on va dire, démocratisé. Ça a été mis à la vue de tous, ce fameux problème de l'état psychologique des étudiants vétérinaires, qui est qualifié de préoccupant dans le titre, il me semble. Je crois que c'est presque un peu moins de 50% des étudiants qui ont été sondés via un questionnaire, hein, sur l'étude de Didier Truchot. Et là, je m'étais noté cette phrase, hein, 42,8% estiment présenter un état dépressif modéré à sévère. Ouais. C'est quand même quelque chose. Alors, c'est génial parce que c'est objectivé là. Ça semble énorme dit comme ça. Et en fait, voilà, ta propre expérience, elle rentre dedans, quoi. Et ouais, parce qu'on sait tout le monde sait qu'il y a des problèmes, mais c'est vrai qu'on pensait pas que c'était aussi important, quoi, tu vois. Ouais. Personne n'en parle. Et ouais, j'avais noté 15,7% qui ont eu des idées suicidaires dans les 2 derniers mois, je crois. Ça, c'est incroyable. Ouais, et c'est évidemment aussi à comparer aux étudiants du même âge, de la même tranche d'âge, je vais y arriver, de la même tranche d'âge, dans d'autres secteurs. Et a priori, c'est vraiment le milieu véto qui est le plus impacté sur ces sujets-là. Il y a aussi l'anxiété, hein. 34% présentent une anxiété modérée à sévère, alors que dans la population générale, c'est 2,1%. Donc, c'est dire, c'est vraiment des chiffres extrêmes. Et du coup, avec ton expérience là que tu nous partages, choc septique à l'hôpital, et en fait, face au médecin, t'es là, t'as qu'une envie, c'est de retourner à l'école.
mais presque en prenant pas du tout en compte ce qui se passe sur le plan de la santé, quoi. C'est hallucinant. Ouais, j'étais en train de, je me souviens, j'ai envoyé des messages à mes copines pour dire, ah, mais je suis partie, en fait, ils m'ont pris en ambulance, mais du coup, je sais pas comment je vais revenir parce que j'ai pas ma voiture, je crois que je peux pas revenir en bus d'ici et tout ça, tu vois. Et après, tu vois, au début, j'arrivais à écrire et à lire, après, j'arrivais à lire, mais je pouvais plus écrire, et après, j'arrivais même plus à lire, tu sais, j'étais défaillance multi-organique, donc en fait, Waouh, ah ouais, shut vraiment. down, quoi. Ouais. C'est fou, hein. Mais ouais, on est conditionné, c'est quand même grave, quoi. Ça a duré combien de temps, du coup, ce séjour-là, à l'hôpital? Je suis restée entre 7 et 10 jours, ouais. Et la médecin, elle était complètement, elle savait pas quoi faire, quoi, parce que, en fait, ils avaient fait des analyses sur le cheval, mais ils avaient pas trouvé non plus que c'était comme, c'est certainement une bactérie, mais ils ont pas trouvé, donc ils nous ont envoyé les analyses, mais en fait, on a fait les trucs principaux et tout, fièvre au cul, machin, mais, ils ont pas trouvé ce que c'était, quoi. Ils ont jamais réussi à trouver? Non. Donc ça a été, les doses antibiotiques au pif, Waouh, ouais. ah ouais. Ah oui, d'accord, sacrée expérience. Et du coup, t'as vécu comment, parce que tu pensais peut-être rester quelques heures au début, ça se transforme en 1 semaine, 10 jours. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, mais en fait, t'es pas vraiment conscient, quoi. Comme je te dis, j'étais en état confusionnel, donc si tu veux, à ces moments-là, le cerveau, je sais pas si t'as déjà entendu des témoignages de gens qui ont eu des accidents et tout, mais en fait, le cerveau, t'as pas la notion du danger. Les gens qui se sont fait percuter, que leur jambe allait péter, ils sentent pas la douleur, ils se rendent pas compte, tu vois, ils se disent non, mais c'est bon, je repars au boulot marché. Enfin, là, c'était pareil. Tu sais, je parlais de trucs, et je gardais le chat d'une résidente en dermatologie, hyper sympa. Et quand les pompiers sont arrivés, j'ai ouvert la porte pour aller le chercher parce que j'avais peur qu'il me trouve pas parce que j'étais de l'autre côté de la maison. Bref, mon appart était bizarrement fait. Et le seul truc auquel je pensais, c'était putain, j'ai pas fermé la porte, le chat s'il s'est barré, je vais me faire tuer par la résidente, tu vois. C'était le seul truc auquel je pensais. Alors, je suis en train de claquer dans le truc des pompiers. C'est le seul truc auquel je pensais. Je suis là, merde, j'ai perdu le chat de la résidente, quoi. Et après, c'était des trucs, j'avais des réflexions complètement stupides, genre, ils essayaient de me cathétériser, de me mettre un cathéter pour, mais en fait, déjà, mes veines, elles sont compliquées à trouver. Alors, en plus, j'avais 6 de tension, donc ils arrivaient pas, en fait, mes veines, elles étaient plates. Et en fait, j'étais là, mais pourquoi vous mettez pas une voie centrale à la jugulaire comme Alan, là, à la clinique En fait, en plus de la jument au contagieux, on m'avait donné l'autorisation de m'occuper d'un âne qui était cardiaque, et donc il fallait le sortir un peu pour qu'il marche, tu vois, pour drainer l'œdème, machin et tout. Et j'adore les ânes, et en fait j'étais fan de cet âne, et du coup c'était le seul truc qui me restait, tu vois. J'arrêtais pas de me comparer à l'âne, l'âne de clinique, c'était n'importe quoi. Mais en fait, t'étais pas du tout en état de, tu vois, c'est ça le truc, t'es pas du tout en état de te rendre compte que c'est grave ce qui t'arrive. Ton cerveau, tu vois, c'est pas... Ah ouais, complètement. De l'extérieur, il y a vraiment un décalage. Et tu sais, moi, ça m'évoque presque... depuis tout à l'heure, j'ai un mot qui résonne, c'est l'estime de soi. Et j'ai l'impression vraiment que, tu vois, on s'accorde une valeur vraiment très faible, très basse, au service vraiment du collectif et du plus grand de l'école, quoi. Tu vois, même le chat de la résidente, c'est la résidente, et tu disais, waouh, elle va me tuer s'il se barre, alors qu'en fait, mais t'es juste en train de mourir, quoi, tu vois. Ouais. En plus, la raison, c'était hyper sympa, donc elle m'aurait pas du tout, tu vois, c'est pas du tout le genre, hein. Mais ouais. Mais oui, non, mais il y a un gros problème dans la manière dont on est traité. De toute façon, c'est sûr qu'on a l'estime de soi en clinique, elle dégringole, hein, parce que on n'est pas du tout bien considéré. Mais d'ailleurs, je vais te reprendre. Ouais, vas-y. Ouais. T'as oublié de me demander quelle était ma valeur, Anthony. Si tu vois un lien avec ce qui est dit là maintenant, tu sais, il est jamais trop tard, hein, encore en fin d'épisode. Mais vas-y, si ça devient maintenant, c'est que... Oui, c'est qu'il y avait un lien. Il y avait un petit lien. Alors au début, j'aurais dit l'écoute, mais dans des podcasts précédents, t'as dit que c'était pas une vraie valeur. Non, du coup, j'ai dit ah d'accord, c'est pas une vraie valeur. J'ai cherché autre chose. Et après, c'est vrai, comme t'as dit, normalement, c'est un truc genre quand c'est bafoué, c'est que ça te froisse ou que ça te chiffonne, quoi. Ouais. Puis, du coup, c'est plutôt peut-être le respect, tu vois, le respect des autres, quoi. Parce que ça, c'est un truc clairement en clinique qui manquait énormément. Et tu vois, juste d'être respecté en tant que personne, tu vois. T'as une personne avec des besoins physiologiques, des émotions, je sais pas, le fait juste que ta parole, qu'on prenne le temps de t'écouter et tu vois, que ça et il y a l'écoute dedans, tu vois, finalement. Il y a l'écoute dedans. Mais du coup, c'est, voilà.
Donc Il y plus avait rien. large, c'est le respect. Et tu dis le respect des autres et le respect de toi-même là-dedans, du coup? Oui, le respect de soi-même aussi, bien sûr, parce que ça manque aussi. Quand même aussi. OK, donc ouais, valeur respect. OK. Ouais, bien sûr, c'est ça. Il y a toujours un lien entre valeur et émotion et en général, effectivement, quand, les émotions, elles émergent, bah, c'est que, il y a un lien avec les valeurs et la valeur respect, c'est une valeur qui reste quand même assez commune chez l'humain, relativement, on va dire. Mais, et du coup, c'est quoi le lien que tu voyais avec ce qu'on était en train de dire là? Bah, dans les cliniques, tu vois, donc en quatrième année, moi je suis arrivée, enfin c'était au tout début de la quatrième année, le choc septique, c'était ma première rotation pour rien commencer, tu Ouais. vois. Ah ouais, Euh, carrément, c'est ça en plus, tu commences l'année avec ça. Waouh! voilà. Du coup, ma mère, elle est arrivée, pour me voir à l'hôpital quand même, et Ouais. elle est allée voir tout de suite la direction pour dire qu'il y avait un problème, mais même pas pour se plaindre, hein, tu vois, c'était juste pour dire attention, ma fille elle est aux Y urgences, aller. il faut que vous Mmh. fassiez quelque chose pour pas qu'il y ait d'autres gens qui soient malades. Et la sous-directrice de l'époque, elle lui a dit, bon, elle savait pas qu'elle était pharmacienne, sinon elle lui aurait pas dit ça, mais elle dit, ah non, mais c'est pas possible, les transmissions de pathogènes entre animaux et humains, ça n'existe pas. Ah! Voilà, voilà. D'accord, OK. Donc ça, c'est pour dire que tu vois, la réputation de l'école, je pense que tant que t'as pas de problème avec Waouh! l'administration, ça va, mais dès Ouais. que la réputation est en jeu, alors là, je peux te dire qu'on te jette, c'est pas le problème, quoi, tu vois, Mmh. enfin, il y Ouais, a donc il y a aucun... eu cet échange qui effectivement, du coup, semble à côté de la plaque dans le sens où, ben, les zoonoses, ça existe. Heu, je crois qu'en Mais tant que c'est clair. vétérinaire, ce serait un peu délicat de renier ou de faire comme si ça n'existait pas. Puis il y a même pas eu ça, on a reçu deux pages pour en gros couvrir l'école, dire que des mensonges pour dire qu'en gros tout ce qui était de sécurité était respecté, tu vois, si jamais, parce que je pense qu'ils avaient hyper peur que je meure et que ça se retourne contre eux et tout, enfin ils auraient perdu le procès, c'est sûr. T'avais les contagieux qui étaient assez petits, et après t'avais les chevaux contagieux qui pouvaient pas se mettre dans le bâtiment des contagieux, et bah ils étaient dans des box normaux avec un bout de rubalise, un pédiluve changé tous les 15 jours, tu vois, et puis un surbot changé je sais pas, Mmh. même pas une fois par jour, tu vois. Donc en termes de biosécurité, il y avait des gros problèmes, même si Ouais. c'était pas lié directement à ça, moi, mon souci, mais et en gros, ouais, deux pages pour dire non, mais à toutes les rotations, au début de rotation clinique équine, on redit des trucs de biosécurité pour chaque cheval, machin et tout. Alors pas du tout, tu vois. Enfin, c'était vraiment Mmh. des trucs. Pour toi, c'était à côté de la plaque et ce que j'entends, c'est que pour toi, il y avait vraiment un sentiment de déresponsabilisation de leur part, en fait? Ouais, c'est ça. Et surtout qu'on n'était même pas allé les attaquer. Tu vois, c'était vraiment préventif pour eux, quoi. Tu dis ah mais d'accord, en fait dès qu'il y a un problème, enfin il y a aucune protection des étudiants, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, enfin, parce que après ça, moi, j'ai été forcément creusé parce que sur le coup, tu vois, ils auraient rien dit, j'aurais laissé passer le truc, tu vois, c'était pas un problème, on serait même pas. Je sais que ma mère, elle est à l'assurance maladie, ses collègues lui ont dit, il faut que tu fasses une déclaration d'accident de travail, machin, si jamais il y a des séquelles et tout. Et nous, on était là, mais on n'a pas l'énergie pour ça en fait. C'est déjà bien que je te Mmh. rende vie, tout ça. Mais après ça, sur le coup, je me suis dit, ah mais punaise, en fait, ils sont vraiment mauvais, quoi. Enfin, c'est. Mais enfin, du coup, est-ce qu'il y a eu une quelconque interaction? Parce que là, c'était avec ta mère qui allait signaler, qui allait donner l'information comme quoi, bah, tu étais à l'hôpital et que ça bah, un choc septique et cetera. Derrière, quel contact tu as eu avec l'école, sur le sujet, en fait? Alors moi, bah du coup, j'étais 4 semaines en convalescence quand même parce que ça met du Ah temps oui. à te Ouais, remettre en fait. 7-10 jours à l'hôpital et après à la maison, Ouais, en fait, ensuite, ouais. tu te rends pas compte, mais moi j'étais là, ouais, c'est pareil, dans 2 jours, c'est bon, je suis de nouveau sur pied, tu Mmh. parles, pas du tout en Mmh. fait. Et du coup, bah c'était des échanges par mail au début, et en fait si il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment ça allait, mais la plupart du temps c'était bon, bah c'est quand que tu viens à faire ta rotation équine là, va falloir reprogrammer parce que là tu l'as raté, tu vois. C'était même pas bon au fait ça va bien, t'es en vie ou tu vois, non, c'était direct. Bon bah tu vas la rattraper sur tes vacances d'été du coup ta rotation équine et il va On était falloir que vraiment tu sur fasses. de l'opérationnel, Ah ouais, punaise, c'est la uniquement. vache. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, enfin, ce qui est intéressant là, c'est que vu que tu l'as vécu, c'est de nous dire, enfin, toi, tu l'as vécu comment? C'est quoi le sentiment que tu as eu à l'issue de tout ça, avec juste ces contacts avec l'école qui étaient sur de l'opérationnel, sans te demander comment tu allais? Bah, tu vois, moi j'étais en colère parce que je trouve que c'est pas Mmh. justement c'est du manque de respect quoi, enfin un minimum quoi. Tu dis mais on est des humains en fait, on n'est pas juste des nombres ou des pions, je sais pas, tu vois. Mmh. Et ouais, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que ouais, c'était surtout qu'en plus la sous-directrice, elle avait un très bon contact avec les étudiants et donc ça a été un peu euh, comment c'était un peu surprenant, tu vois, d'une Ouais. personne comme ça. Tu vois, tu t'attends à ce que c'est une personne qui a l'air d'être à l'écoute, machin, et qui a l'air de prendre le bien-être des étudiants à cœur. Et en fait, dès qu'il y a un problème, tu te rends compte que non, en fait, c'est juste une façade et derrière, ouais, c'est
Oui, oui, on peut s'imaginer complètement de se ressentir ça en imaginant se mettre à ta place. C'est vrai qu'on se dit que la moindre des choses, ça aurait été qu'une personne de l'école, voire elle-même, qu'elle prenne des nouvelles parce que ça arrive pas non plus tous les jours. Et quand bien même, prendre des nouvelles d'une étudiante qui a quand même reçu un choc septique, ça semble être la moindre des choses. Et en fait, tu vois, l'attitude, le comportement là des représentants de l'école, ça peut aussi peut-être nous montrer pourquoi nous, on adopte ces comportements de «je mets ma santé après», tu vois? Parce que finalement, eux, ils te mettent l'opérationnel et le comment il faut que tu fasses tes rotations pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir ton diplôme, sans même prendre en compte ta santé. Donc en fait, si l'école nous apprend à vivre comme ça, faut pas s'étonner que les étudiants, voilà, ils voient la vie comme ça ensuite après aussi. Et même Clairement. dans la suite, Mm. hein, de leur carrière, hein, parce qu'il y a beaucoup de vétos qui mettent leur santé, on va dire, vraiment au tapis, hein. Mm. Mais encore là, tu vois, bon là c'est extrême, tu te dis bon c'est sûr que là c'était important la santé, parce que c'est bon la vie ou la Ouais. mort quoi à un moment donné, mais Ah oui, tu vois clairement. dans les cliniques qu'il y a, enfin s'il y a des gros problèmes quand t'es malade en clinique, que t'es en 85, enfin maintenant pardon à 5 ouais c'est Oui, ça, bon, j'ai on du mal. Hein. comprend. En fait quand t'es malade, c'est ton problème, mais t'as pas le temps d'aller chez le médecin quoi, c'est même pas la question, elle se pose même Ça, pas, tu vois. Et ça, mais ça c'est un problème. même sans Ouais. parler de ça, je veux dire, nous pendant les cliniques, s'il y a du travail et que t'as pas le temps de manger, bah tu manges pas en fait. La question elle se pose pas non plus, c'est normal. Et si t'as envie d'aller aux toilettes mais qu'il y a pas le temps, tu vas pas aux toilettes. Bah d'ailleurs, je sais pas si à ton époque c'était pareil, mais on parle quand même des cystites de clinique, c'est un phénomène, hein. Parce que Waouh, mais les gens ont ouais, tellement pas le temps d'aller aux toilettes que tu tapes des infections urinaires, hein. c'est incroyable et tu vois, ça fait écho. Je reprends là, je l'ai mis exprès la citation et je trouve ça incroyable que tu le sortes comme quoi c'est pas du tout un cas isolé parce qu'on pourrait se dire que c'est un cas isolé, hein. Sur l'article, enfin dans l'article du Monde, il y a une personne en dernière année à Alfort, au CHUV, qui disait que, il se faisait des journées de 10-12 heures. Bon après il y a plein de métiers où on fait des journées de 10-12 heures à la limite, hein, mais durant lesquelles on ne pouvait pas manger ou aller aux toilettes. Et Mm. ça, en fait, c'est quand même un truc. Moi-même, à l'époque, je l'ai observé. Des gens ne mangeaient même pas entre midi. Moi, enfin, pour le coup, j'acceptais beaucoup de choses. Et je me disais, non, mais quand même, par contre, ne pas manger, il y a un moment, en fait, c'est quand même un besoin de base. Comment c'est possible qu'on ne prenne pas le temps de manger? Et moi, j'étais jugeant sur les gens qui ne prenaient pas le temps de manger. Parce qu'il y avait moyen d'eux. Mais en fait, je pense qu'il y avait une espèce de pression de la hiérarchie, des internes, des profs. C'est vraiment un truc successif, hein, par couche, hein, qui faisait qu'on se sentait obligé de ne pas manger, de ne pas aller aux toilettes, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, je pense que, enfin, il y avait la pression des autres, mais il y a des moments, c'était vraiment, tu vois, par exemple, il y a des moments, c'était très mal organisé, où t'attendais en radio avec un chien, mais il y avait plus de cage disponible. À un moment donné, il faut que quelqu'un garde le chien. Bah, tu vas pas, tu vois, tu peux pas Et aller tu chercher gardes ton le chien, quoi. sandwich. Donc tu restes, et comme t'as toutes les, tu vois, les animaux de Ouais, chirurgie qui passent en priorité, bah, pendant 3 heures, t'attends avec la radio avec le chien. Donc, et ben c'est ça. tu vois, tu vas même pas voir les consultations, donc t'apprends rien. Et comme tu disais tout à l'heure, travailler beaucoup, c'est pas normal, mais je pense que la plupart d'entre nous, on est hyper motivés, on sort d'une Oui, prépa. à la limite. C'est Hmm. pas le problème, mais enfin, faut pas que ça soit tout le temps, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que on nous considère mal et que on n'apprend pas grand-chose. Enfin, franchement, il y a des moments, tu dis, tu rentres d'une journée de 12 heures, tu dis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Bah, j'ai rien appris, quoi. J'ai lavé, Ouais, j'ai lavé une cage plein de vomi pendant 2 heures. Après, j'ai tenu un chien à la radio pendant 3 heures parce qu'il n'y avait pas de cage disponible. Après, j'ai attendu 2 heures parce que je suis toute seule et il me faut quelqu'un pour tenir le chien pour faire la prise de sang, mais il y a personne de disponible, tu vois. Et pendant ce temps-là, les consultations, elles passent et tu les vois pas. c'est ça. Et, et c'est ça Ouais. qui est épuisant, en fait, psychologiquement, quoi. Parce Tu que te c'est pas dis, valorisant. On a l'impression de rien apprendre. Mais tu sais, ça revient dans franchement tellement de groupes de dernière année que j'ai en co-développement là à Lyon. Le ressentent aussi. Même s'ils apprennent, il y a beaucoup, beaucoup de moments où ils se retrouvent sur des tâches comme celle-ci. Et des fois, c'est des tâches à 2 heures du matin. Ça, on n'en parle pas. Mais mm, tu parlais tout à l'heure de mettre des gouttes dans les yeux d'un cheval. Ça, voilà, revenir à 2 heures, 4 heures, 6 heures pour mettre des gouttes. Il y a un moment, voilà, on peut se poser la question du bien-être justement des praticiens sur ce sujet-là, hein. ouais, je me souviens à la clinique Ekin, j'étais restée une fois de nuit pour juste pour empêcher je sais plus pourquoi dans quel cas c'était, mais il y avait un poulain, il fallait l'empêcher d'aller dans une partie du box et du coup je suis restée pour juste mettre un balai entre le poulain et tu vois, et puis une autre Ah partie ouais, du box pour l'empêcher de passer, tu vois. Donc, bah, en fait, on te considère comme un objet, t'es pas une personne, on peut t'utiliser comme, t'es juste, ouais, un équipement dans le chuf, quoi, tu vois. mm. Et c'est vrai que je pense le fait, tu vois, on est tous habillés pareil, on est anonymisés parce que les profs ils connaissent même pas nos noms, tu vois. Et du coup, ça devient un peu, comment, c'est déshumanisant, quoi.
tu vois. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça vraiment. Ouais, et tu vois, c'est le mot que j'avais, c'est déshumanisant. Quand tu parlais, on est comme des objets. Et en fait, ça fait écho à une autre citation qu'il y a dans l'article du Monde, et comme quoi c'est vraiment pas des cas isolés. Parce que ça, je l'ai entendu, hein, c'est, ouais, voilà, ils ont interviewé des gens. Enfin, ça veut pas dire que leurs propos vont être répétés pour toutes leurs promos et pour toutes leurs années, hein. Il y a quand même une phrase qui commence par une citation, hein, manque de considération, et c'est exactement ce que tu as dit. Manque de considération pour le bien-être des étudiants, en disant voilà, c'est vraiment effarant, on fait des semaines de 80 heures et quand on part à l'heure, on nous juge. Mm. Et on n'est jamais clairement remercié, il n'y a aucune rémunération, etc. Bon, ça, c'est une autre question, mais clairement, il y a un sentiment de ne pas être valorisé, que ce soit avec un merci, que ce soit avec des apprentissages, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de moments où finalement on a l'impression d'être une main d'œuvre. Enfin, ça, je me fais, comment dire, je me fais l'avocat du diable. Je répète des choses que j'ai entendues de nombreux étudiants. Donc ça, tu confirmes comment tu l'as vécu, toi, justement, ces actes répétés, parfois la nuit, etc. Ouais, complètement, complètement. Et mais il y a même des fois, tu vois, une fois il y avait eu la vague et c'était l'événement, tout le monde avait eu le droit d'y aller, sauf nous parce qu'on était dans la comment, on était aux hôpitaux de neuro et la prof, bon voilà, la prof de tout à l'heure, elle considère que ça, comment, son domaine étant, sa spécialité étant au-dessus de tout, on n'avait pas le droit d'aller à Bien la sûr. vague, alors qu'en fait il y avait genre 2 chats et qu'on s'en serait très bien sorti si on avait fait des rotations entre nous, tu vois. Et moi, il se trouve qu'il y avait à l'époque, j'avais commencé une thèse sur la douleur neuropathique chez le chien. Tu vois l'ironie. Mais ça m'a servi par la suite, hein, parce que on Tu en parlera m'étonnes. peut-être. Mais j'ai eu Oui. j'ai des douleurs chroniques en partie neuropathiques, mais bref. Et et donc, il y avait des conférences sur ça, Cap Douleur qui donnait des conférences sur ça, c'était hyper intéressant. Et mon maître de thèse de l'époque, Stéphane Julot, qui est pas sympa aussi, il m'avait dit, ah, mais il faudrait vraiment que tu viennes et tout pour voir avec eux, parce qu'on essayait de monter une consultation de douleur au sein du CHUV pour les douleurs chroniques des chiens et des chats. Et donc, je devais faire toutes des échelles de, tu vois, pour comment évaluer la douleur chronique et tout ça. Parce que c'est compliqué. Chez les humains, en fait, ça se fait en demandant aux gens, alors, sur 1 ou 10, est-ce que vous avez ça comme douleur, etc. Mais avec les chiens, tu peux pas, forcément. Et du coup, on m'avait interdit d'y aller à la vac. Je dis, ah non, mais à un moment donné, c'est pour ma thèse, je vais y aller quand même, tu vois. Donc, je m'étais juste arrangée avec les gens de ma rotation clinique. J'avais dit, bah, tu vois, je te prends ta rotation de nuit et puis, comme ça, je peux y aller en journée, juste ces quelques heures pour aller aux conférences. Et en fait, bah forcément, il y avait tout le monde, donc en fait, quelqu'un a balancé et je me suis fait engueuler par l'interne et tout. Alors, tu vois, enfin, c'était à un moment donné, je suis pas partie en vacances, je suis partie Ah ouais, c'est ça. pour me former pour ma thèse. Et ouais, non, mais je me suis fait engueuler et tout, quoi. Alors qu'en plus, ça posait aucun problème. Donc ça, c'est, il y a des choses, c'est juste à un moment donné, il faut être, tu vois, il faut être logique. Enfin, et puis. Il y a un ressenti de manque comme un manque de souplesse, tu sais, vraiment de l'extérieur, un cadre ça, hyper rigide, hyper autoritaire, c'est où ça, finalement, t'as droit à aucun écart. c'est Tu vois, ça. c'est presque ce qui se dégage là de tout ça. Puis t'as une hiérarchie qui est à tellement de niveaux différents et puis qui est aussi, enfin, il y a des, bon, c'est normal d'avoir une hiérarchie, tu vois, mais tu vois, t'as des gens qui abusent de leur petit pouvoir et puis c'est hyper rigide, comme tu dis. Il y a des moments, tu le sens que t'es considéré comme t'es hyper infantilisé, quoi. On sent que t'es considéré comme un moins que rien et que on te fait pas vraiment confiance pour faire les actes. Et puis c'est, voilà, t'es 3A, tu fais, enfin, t'es 4A4, maintenant tu fais rien, t'es A5, t'as le droit de faire quelques injections, voilà, etc. Il y a que l'interne qui fait les bandages. Donc toi, t'apprends jamais à faire des bandages si t'es pas interne, tu vois. Si tu es pas l'internat. Donc c'est vrai que c'est, tout ça, c'est, ouais. Il y a une hiérarchisation qui limite les apprentissages, j'ai l'impression, de ce que tu dis. Ouais. Et alors que, enfin, j'ai tellement vu, moi, d'ASV, donc les auxiliaires, enfin, voilà, ce qu'on appelle, quand on n'est pas du milieu, les assistants vétérinaires, qui font tellement d'actes sans se rendre compte de, parfois, leur complexité, là où des étudiants, qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont à bac+5, bac+6, ils n'osent même pas toucher un petit pansement par peur de mal faire. Et par peur, justement, d'être jugés par les hiérarchies. Ça, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu. Mais ça aussi, c'est un problème parce que du coup, enfin, t'as déjà un syndrome de l'imposteur, c'est renforcé par le fait déjà qu'on te traite mal, donc t'as l'impression d'être nul en permanence parce que, enfin, forcément, ton travail est pas reconnu, tout ça, pas valorisé. Et puis en plus, comme t'apprends pas autant que ce que tu devrais pour être autonome, bah forcément qu'après, il y a des problèmes d'anxiété quand les étudiants sortent de l'école parce que en fait c'est pas une impression, c'est que t'es pas préparé, quoi. Et c'est pas ça devrait pas être le job des premiers employeurs de te former sur les actes basiques, quoi. Et il y a aussi un gros problème, je pense, lié à ça, c'est que parce que quand on discute avec les anciens vétos, on voit que c'est des choses qui existaient pas vraiment
il y a quelques années ce problème de manque de pratique. Oui. Et, Ouais. et on a l'impression en fait que je sais plus qui m'avait dit ça, si on avait discuté avec les profs, mais qu'il y a eu à un moment donné une spécialisation des cliniques progressives, parce qu'en fait, au début, ils faisaient des actes courants moins chers pour les propriétaires, pour que les propriétaires viennent apporter leurs animaux, même si c'était des petits étudiants qui faisaient des actes, tu vois. Mhm. Sauf que les cliniques alentours ils ont fait un procès pour concurrence déloyale, en fait, à l'école vétérinaire. Et du coup, Ok. ils ont été obligés de s'aligner sur leur prix, au prix des cliniques classiques. Donc forcément, les gens, entre faire le truc par un étudiant qui sait rien faire et un veto compétent au même prix, tu vas chez le veto compétent, quoi. Ouais. Donc forcément, pour être rentable, parce que les cliniques, maintenant, elles sont à moitié privées, à moitié publiques. Elles sont pas complètement publiques. Et bah, ils ont dû se spécialiser, quoi. Et forcément, bah, quand tu fais une chirurgie de prothèse de hanche, tu vas pas laisser un 3A ou un 4A Oui. faire, voilà. Nous, on n'était même pas admis au bloc, hein, pour des problèmes ce qui est normal, pour des problèmes septiques, parce qu'il y avait un risque septique qui était trop important s'il y avait trop de personnes. Donc en fait, Bien sûr. t'es assis dans le couloir et t'attends, quoi, pendant la Ouais, chirurgie t'attends qui que ça se dure passe. 2 heures. Bah ouais. Ok. Donc ça c'est un gros problème, ouais. Et du coup, globalement, enfin, j'ai envie de te dire, là, le recul sur ton avant-dernière année, hein, donc la 4e année à 5 actuellement, finalement, c'est quoi? Enfin, là, avec du recul, avec les années, tu la vois comment cette année? Je sais pas comment, ouais, c'était vraiment une très mauvaise année pour moi. Enfin, j'étais très très énervée contre l'administration, donc j'en râlais beaucoup. Je m'en cachais pas Hmm. trop. Je veux dire, Et par rapport à ce qui s'était passé au tout début avec ton choc septique et le fait qu'ils aient pas forcément pris de nouvelles ou? non, non, franchement, le choc septique, franchement, comme je te dis, j'ai pas trop réalisé, et c'était vraiment pas c'est juste que ça m'a fait prendre conscience Ouais. de l'ampleur du truc, quoi, au niveau de l'administration, à quel point l'administration soutenait peu les étudiants. C'était vraiment sur la manière dont on était traité, moi, que ça me hérissait le poil, quoi. Enfin, il y a même eu à un moment donné un cas où, bah, avec certains profs, ça se passait pas bien. Et il y avait une étudiante qui s'était fait vraiment injurier par une prof. Enfin, c'était bref, enfin ça arrivait souvent, mais à un moment donné, elle était tellement retournée que ses potes lui ont dit bon viens, on va voir l'administration et on va se plaindre parce qu'à un moment donné tout le monde s'en plaint de cette prof, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en Mhm. fait, ils lui ont dit, alors la sous-directrice lui a dit, elle lui a dit qu'en gros c'était pour son bien qu'on nous traitait comme de la merde pour nous préparer au métier futur parce que ça serait pire. Donc en gros, il fallait qu'on la remercie, quoi. Mhm. Et qu'en gros, si elle arrivait déjà pas à l'école, elle y arriverait pas plus tard. Et le dirigeant, le responsable des cliniques canines lui a dit carrément de se faire soigner, voilà. Ça te donne une idée. Ok, Voilà. voilà, ça c'est on va dire, enfin, parce que le but, comment dire, le but, hein, comme je l'ai souvent dit dans ce podcast, c'est vraiment d'entendre le témoignage hein, et brut, on va dire, des personnes qui ont vécu certaines situations. Et l'objectif, c'est aussi de comprendre les comportements, comprendre l'impact sur les personnes, parce que des fois, face à une même situation, on va réagir de manière différente. Enfin, je l'avais assez expliqué, moi, dans la clinique où j'ai fait mon burn-out. Hein, il y avait une saisonnière comme moi qui avait très bien réagi, là où moi je m'étais effondré. Donc le but, c'est qu'on entende les choses qui ont pu être dites, les comportements qui ont été observés, et qu'on entende évidemment ton vécu, ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Donc là, typiquement, de la part des dirigeants de clinique, de la part des gens qui étaient, on va dire, au-dessus de vous, au niveau de la hiérarchie, il y a eu des propos, des actes qui ont été vraiment vécus comme du jugement, j'entends. Ouais, ouais. Et ça, tu vois, moi, enfin, c'était pas, enfin, c'est Radio Moquette. Après, tout le monde est au courant de ce qui se passe et ce qui se dit. Eh oui. Mais moi, je me dis, ça aurait pu être n'importe qui parce que cette prof, elle est odieuse avec tout le monde. Et on s'est dit, non, mais là, à un moment donné, c'est bon. On va leur montrer que c'est pas un problème individuel, que c'est un problème structurel. Ils vont plus pouvoir rejeter ça sur la faute, tu vois, juste individuelle, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un questionnaire. Qu'on a diffusé avec 2-3 personnes, qu'on a diffusé aux gens de notre promo pour leur demander, bah voilà, est-ce que vous considérez qu'il y a des problèmes en clinique? Et c'était hyper détaillé, tu vois, c'était par rotation, etc. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour améliorer, machin? Mais on a eu comme un taux de participation, puis c'était anonymisé, donc ça aide. Taux de participation, genre 75 ou 80%, tu vois, ce qui est quand même pas mal. Et, euh, et Ah oui. 90% qui considéraient qu'il y avait des gros problèmes en Non, ouais. clinique. Et après, j'ai plus le détail, mais c'est quelque part sur mon ordinateur. Mais bref, et du coup, on est allé avec toutes les, tu vois, les analyses statistiques, les machins et tout, au conseil d'administration, c'est quand ils rencontrent le conseil étudiant, tout ça. On leur a présenté pour dire, bah ouais, il y a quand même un Ouais, problème, c'est ok. pas, faut arrêter de dire aux gens, on va aller se faire soigner, parce qu'on devrait beaucoup aller se faire soigner, là, sinon, peut-être faire se remettre en question. Et du coup, Ouais. bah, c'était là, ouais, non, mais c'est super ce que vous avez fait, machin, mais en fait, derrière, tu vois, il y a rien eu. Enfin, si, il y a eu une chose qu'ils ont mis en place, mais encore une fois, c'était plus pour se protéger, je pense, c'est qu'ils ont mis en place une permanence aptitude, qui en soi est bien, hein, tu vois, Aptitude, c'est une association Oui. de psychologues pour les étudiants qui ont Mhm. besoin, voilà, un suivi psychologique.
Voilà. Ouais, qui est à disposition des Mais tu étudiants. vois, Ouais, mais en encore fait, actuellement d'ailleurs. Hein. c'était Ouais. pas pour, encore une fois, ça voulait dire, allez vous faire soigner, enfin, d'une autre manière, mais au lieu de se dire, bah oui, il y a vraiment un problème de fond, on va essayer de communiquer avec les étudiants pour voir ce qu'on peut améliorer, tu vois. En plus, on avait fait des propositions, c'était pas inatteignable, tu vois, c'était, est-ce qu'on pourrait avoir un cahier pour noter le matériel défectueux, comme ça, on sait quand le remplacer, tout ça, parce que tu vois, nous, par exemple, on n'avait eu aucun ophtalmoscope qui marchait. Donc moi j'avais jamais vu un fond de l'œil avant de sortir de la clinique, tu vois, presque. Donc c'était quand même un problème quoi pour notre formation. C'était des trucs de bon sens où est-ce qu'on pourrait essayer de décaler l'organisation de ces cliniques-là parce que ça fait beaucoup de travail d'un coup si on met le SAMU pas après les kings ou je sais pas quoi, tu vois, c'était des trucs comme ça. Donc c'était vraiment Oui, donc il y a une force assez... de proposition, on va dire concrète, avec des actions concrètes. Et vous avez eu le sentiment derrière qu'il n'y a pas grand-chose de concret qui s'est passé, à part quelque chose qui est fait pour guérir plutôt que de prévenir. Donc ces fameuses séances de psychologie, même si, comme tu l'as dit, c'est bien qu'elles soient présentes. Mais vous vouliez plus de la prévention pour éviter que ce qui se passe continue de se produire. Et en fait, ça s'est pas Ah oui, produit. c'est ça. En fait, t'as l'impression que qu'ils cherchent pas vraiment à corriger le problème, quoi. C'était, je sais pas si t'as lu le directeur d'Alforce qu'il a dit qu'ils étaient en train de mettre des choses en place aussi pour le bien-être étudiant. Il parle. Alors, j'ai bondi quand j'ai lu ça. Mais on va mettre en place des espaces de coworking et des espaces verts. Voilà, c'est ça leur solution. Pour améliorer le bien-être étudiant. Et à un moment donné, attends, on n'est plus à ce niveau-là, quoi. Là, il y a carrément des problèmes graves. Il faut vraiment aller chercher au creuset et puis aller chercher les problèmes à leur base, quoi. Tu vois, tu peux pas juste dire on va planter 3 pieds de tomates et ça va aller mieux. Enfin, ouais, je comprends. Et du coup, franchement, à ton avis, il faudrait prendre le problème par où? Parce que comme tu as dit, c'est un vaste problème. Et ben déjà, il faudrait écouter les étudiants parce que c'est quand même eux qui les vivent les problèmes. Et je pense que c'est c'est super si l'école de Lyon ils t'ont permis de faire ce genre de permanence. Parce que d'ailleurs, je sais pas trop en quoi ça consiste ces permanences. Tu peux peut-être dire 2 mots parce que Ouais, bien sûr. C'est là où c'est intéressant d'avoir forcément les deux points de vue, parce que moi j'ai toujours été, j'ai été étudiant, donc j'avais ce point de vue-là. Et là, ça fait 2 ans que je travaille avec l'administration, avec des personnes comme Caroline Prouillac qui était directrice de l'enseignement, bon, qui ne l'est plus, hein. Et je vois tous les efforts qui sont faits et le mal-être aussi qui peut être ressenti par ces personnes, tu vois, à l'administration. Ça n'enlève rien à ce qui a pu être fait, etc. Hein, mais des deux côtés, si tu veux, il y a des propos aussi au niveau des étudiants que j'ai vus et que j'ai entendus qui sont intolérables dans le sens où c'est du jugement aussi. Du coup, il y a aussi, tu vois, il y a une espèce de mal-être aussi de l'autre côté qui est présent. Mais non, bien sûr, de toute façon, on n'est pas là pour dénoncer ou quoi que ce soit, c'est absolument pas l'objectif, et toi non plus, hein, tu l'as pas fait pour ça, c'était rapporter vraiment ton expérience, ton vécu, point. Après, effectivement, les personnes qui étaient en place, elles y sont plus, on les a pas eu au micro, donc on n'a pas eu leur vision non plus, et ce qui s'est passé pour elles, etc. Donc bon, on est sur des suppositions, hein, et sur du ressenti là-dessus. Pour te répondre, ce que je fais avec les étudiants depuis 2 ans, c'est j'ai des A4, donc le milieu de cursus, hein, les anciens 3e année et les dernières années. J'ai des groupes de clinique en fait, donc 4 à 6 étudiants, ils peuvent être 6 maintenant, pendant 4 heures. Et en fait, pendant 4 heures, on échange sur des problématiques étudiantes. Ça peut aller de j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie, pro, hein, j'entends. Il y a toujours un lien avec le domaine professionnel. Ça peut être j'ai absolument pas confiance en moi, je me dis que je vais être un véto en carton, j'ai peur de l'euthanasie, en stage je suis en plante verte, je sers à rien, j'aimerais bien que ça change, tu vois, j'ai très peur de téléphoner aux cliniques et du coup je me tape que des stages de merde. Enfin voilà, c'est plein de problématiques de ce genre-là. Et du coup le but, alors ça c'est mon approche de coach professionnel, je questionne, je fais questionner les autres, donc je leur apprends à s'écouter, à se questionner, et en fait avec l'intelligence collective ils repartent avec des solutions concrètes, parce qu'on échange, mais à la fin de chaque échange il y a vraiment une partie, qu'est-ce que tu vas faire, et boum, plan d'action, 3-4 actions concrètes à mettre en place à la fin du co-développement, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est encore vu, alors c'est intéressant, hein, certains étudiants, surtout en dernière année, me disent « Ah ouais, mais ça c'est encore un pansement de l'administration ». Donc c'est vraiment un jugement qui est issu de leur expérience, que j'entends, alors que ce n'est pas vu comme un pansement, c'est vraiment quelque chose qui est fait. Alors là, c'est plutôt proactif, c'est plutôt de la prévention plutôt que guérir, hein. Le co-développement, c'est vraiment un truc qui se fait en entreprise, hein. C'est amélioration de nos compétences professionnelles, hein, on pourrait l'appeler comme ça le module, hein. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est quand même vu comme un pansement par certains étudiants. D'accord. Parce que moi, je trouve justement que alors que c'est pas mis dans cette... Ouais, moi je trouve que c'est intéressant puisque ça permet déjà de rien que d'ouvrir un espace où tu peux communiquer, quoi, parce qu'il y a une omerta qui est énorme au sein. Bon, maintenant ça va peut-être aller mieux parce qu'il y a eu des études qui ont prouvé que c'était un problème. T'as une chance sur deux de parler à quelqu'un qui vit la même chose que toi maintenant, d'après cette étude qui est sortie. Ouais, d'après
les chiffres, hein. Mais Ouais. rien que le fait de pas en parler, ça c'est très dur à vivre parce que t'as l'impression que c'est toi le problème. En plus, l'administration de l'époque, tu vois bien, a renforcé ce sentiment de bah oui, c'est toi le problème en fait, t'as qu'à aller te faire soigner, voilà. Et avec les propos que tu as Voilà. rapportés, c'est clair Et que, donc, ouais, on peut ouais, c'est s'imaginer. dur à vivre parce que en fait, puis il y a de la honte et tout ça par rapport au fait de bah pourquoi je suis pas heureuse alors qu'il y a plein de gens qui voudraient faire veto et moi La je me sens culpabilité, pas ouais. bien, voilà, Mmh. culpabilité tout ça. Et puis ouais non là le fait d'avoir un espace où tu peux échanger et tout ça, je trouve qu'au contraire ça et puis ça permet de faire émerger aussi des idées sur ce qui va pas et Ouais. Ouais, ouais, ouais. comment changer les choses quoi. Complètement. Et tu vois, là où l'administration a encore voulu aller plus loin, c'est des idées qu'on a eues en brainstorming, c'est de proposer ce genre d'atelier aux enseignants. Et du coup, on l'a fait. Alors, on a fait des tests et bon, ça s'est très très bien passé. Et, ils étaient eux-mêmes surpris évidemment de l'impact que ça peut avoir. Mais pareil, un espace d'écoute, d'échange entre enseignants parce que eux aussi, ils sont très isolés. Eux aussi, ils font du mieux qu'ils peuvent. Enfin, la très grande majorité, évidemment. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et oui, des fois, c'est vu d'une toute autre manière par les étudiants parce que interprétation, ils vivent les choses, ils se sentent jugés. Et du coup, c'est un espèce de dialogue de sourds, alors qu'il y a tellement de choses à faire positives, tu vois, et constructives. Mais c'est vrai que je comprends, il y a ce sentiment quand on est étudiant de ne pas forcément être écouté. Et du coup, la question, c'est comment faire pour que les étudiants se sentent plus écoutés par le corps enseignant. Ça, c'est une vraie question à explorer, ouais, parce qu'il y a des Bah, choses concrètes à faire. après, ce genre de réunion, il faudra que tu mettes les enseignants et les étudiants ensemble, quoi. C'est ça le truc. Complètement. Parce Ça que, pourrait être super intéressant, ouais, pour ouais. faire échanger les deux parties. Ouais, ouais, clairement. Bon et du coup, bon, tu nous as dit, ouais, avec du recul, comment tu avais vécu tout ça. Enfin, il y a eu, pas mal de mots qui ont été utilisés et qui coïncident complètement avec ce qu'on a entendu, de l'article du Monde, ce qui est sorti de l'étude de Truchot. Comment du coup tu as fini, là, c'était l'avant-dernière année, comment tu as fini, on va dire, le cursus, quoi? L'école, tu es sortie dans quel état d'esprit? Bah, si tu veux nous raconter? Ouais, alors avant ça, je voulais juste dire un truc pour Ouais, que ça soit logique. Suite au truc que je t'ai raconté, là, le questionnaire, machin et tout, et qu'on a vu que ça ouais, bougeait pas, ouais, 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 on ouais. s'est dit, bon, bah si ça bouge pas, on va créer un syndicat d'étudiants en vétérinaire, parce que ça n'existait pas à l'époque. OK, Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un problème, parce que les étudiants de médecine, ils ont des syndicats hyper puissants qui datent de, je sais plus, j'ai pas regardé, je crois, 1965, tu vois, donc on est un ah peu oui, en d'accord. retard. Ouais, Et nous, on n'a rien pour défendre nous défendre quoi. Et c'est vrai qu'en creusant, on s'est rendu compte qu'en plus on avait des statuts, on n'avait pas de statut en fait. Quand t'es étudiant vétérinaire, t'es pas un employé parce que t'as pas de contrat de travail et t'es pas stagiaire parce que t'as pas de convention de stage. mmh, Donc en OK, fait, t'es pas protégé, donc et t'as aucun droit en fait non plus. Donc d'accord. tu peux pas te retourner. Donc je vois par exemple, moi j'aurais pas pu avec mon choc septique, j'aurais pas pu faire passer ça comme accident de travail parce que je travaille pas en Tu fait as aucun de ces officiellement. statuts? Voilà. Ouais. Mmh. Et le nombre de gens qui se font mordre par des chats et qui doivent se faire nettoyer les articulations, machin, c'est pareil. En fait, on leur dit quand ils vont chez le médecin, ben non, on peut pas vous faire de déclaration d'accident de travail. Donc ça, ils le savent très bien, l'administration, parce qu'on est allé voir le juriste sur place, on n'a jamais eu de réponse de sa part, parce que je pense que ça les emmerdait un peu qu'on allait OK. s'intéresser à ça. Et donc, on a voulu créer ce syndicat. Donc on avait fait un truc sur Facebook, machin, il y avait énormément de gens qui suivaient. Mais alors, le moment, il a fallu, on a fait une réunion de club au début de l'année, pour lancer ça, et les gens, il fallait qu'ils s'inscrivent, quoi, tu vois, pour avoir une représentativité, mais personne ne suivait parce que, comme tu dis, les gens ils ont peur des représailles et que ça soit mal vu et tout ça quoi, du blacklisting. Mmh. Et donc en fait bah si t'es trop techno à faire ton syndicat, t'as aucune Ça fonctionne pas. représentativité. Ouais c'est ça. Donc il a jamais vu le jour? Il a jamais vu le jour. Et donc après il me semble que un ou 2 ans après, mais j'étais à Strasbourg, j'en parlerai après, mais à faire le master, donc j'étais plus à l'école veto. Il me semble qu'il y a un étudiant vétérinaire qui a essayé de reprendre ça, mais c'était suite à je crois que c'était plus par rapport au fait que ils avaient fait la voie post-bac et qu'en gros ils avaient demandé aux étudiants vétérinaires de faire partie du jury, sauf qu'on n'avait pas été du tout inclus dans la réflexion sur notamment sur le programme qui allait être fait lors de la première année, c'est de prépa, ça prépa intégrée. Oui, ouais, Et du coup, exactement. c'était vachement mal passé par mes étudiants parce qu'ils étaient là, non mais en fait, on nous prévient au dernier moment et maintenant vous voulez qu'on bosse pour vous, non mais faudrait peut-être nous inclure Eh dès le oui, bien début, sûr. voilà. Et c'était pas mal passé. Et du coup, je crois que c'était plus ça, le fait de qu'on tienne plus compte de notre avis au niveau des décisions nationales et tout ça. Mais je sais pas trop ce que ça donne aujourd'hui, cette Moi, je sais histoire pas de. non plus.
Ouais. Ça peut-être pas tenu non plus, tu vois. Parce que je pense que le problème, c'est que comme on a les médecins, ils travaillent en clinique beaucoup plus longtemps que les étudiants vétérinaires, tu vois. Donc je pense qu'ils ont le temps de se retourner et de s'investir et tout ça. Mais quand t'es en 4A, tu commences à voir les problèmes, bon voilà. Et en 5A, après tu te dis, il me reste quelques mois, je vais pas m'investir là-dedans, quoi. Tu Oui, vois. oui, tu t'investis plus là-dedans. Ouais, ouais, Ouais. clairement. Et donc ça, je pense, c'est un gros problème, quoi. Raison pour laquelle on Mm. n'est pas protégé aussi. Et donc tout ça pour dire que moi, au bout d'un moment, la 4A, on avait un peu ma claque quand j'ai vu que rien marchait. Donc je Mm. me suis dit, ouais, allez, c'est bon, je me réoriente parce que de toute façon, j'étais pas vraiment. Je me suis rendu compte que la clinique, c'était pas trop pour moi. Et D'accord. Ok. Comment t'as pris conscience de ça? alors c'était vraiment avec le premier remplacement, ouais. Plus parce qu'au début, t'étais en stage, t'es observateur. En plus, moi, j'avais fait. Finalement, j'étais plus partie à un moment donné dans la médecine interne parce que ça m'intéressait de me triturer les méninges. Et Mhm. du coup, j'avais fait des stages dans des grosses cliniques hyper spécialisées, mais du coup, tu manipules pas, tu vois. Donc, Oui. je Ouais. pouvais pas forcément me rendre compte que ça me plaisait pas trop la clinique. Et en faisant le premier remplat, ouais, donc, je suis dit, en plus, le remplat, c'était pareil, ça s'est passé un peu bizarrement parce que je suis bien tombée, je suis tombée avec une pote de ma promo, où en fait, elle faisait je crois les 2 premières semaines, il y avait 2 vétos. Il y avait un véto qui partait en vacances, euh, une étudiante qui faisait du coup avec le veto qui restait, et ensuite ils Mhm. échangeaient. L'autre veto partait en vacances et l'autre étudiante arrivait. Ouais, je vois. Voilà, sauf que il se trouve que la veto avec qui je devais remplacer, elle a eu un gros problème de santé, mais vraiment un gros problème de santé. D'accord. Et Et du du coup, coup, tu t'es retrouvée seule. voilà. En fait, non, elle m'a appelé avant pour que je vienne. D'accord. Euh, enfin non, c'était l'inverse. Elle a eu un problème de santé pendant que l'autre étudiante était là, et du coup, elle m'a appelé avant pour que je vienne, pour qu'on soit au moins 2. Mais on était 2 4 à tenir la clinique, tu vois. Et il y avait D'accord. plus de veto. Et en plus, les ASV, c'était des ASV qui se limitaient vraiment aux actes autorisés légalement, tu vois. Donc, Hmm. tu ratais ton caté, il y avait personne derrière pour le mettre. C'était bon, Ouais. ils ont annulé les chirurgies quand même, heureusement. Mais non, mais c'était, Mais enfin, du coup, dans le dur. Enfin, une première expérience de remplate dans le ouais, dur. ouais, heureusement qu'on se connaissait et qu'on s'épaulait avec les copines là, mais ouais, c'était vraiment dur. Et après, quand le veto avec qui je devais remplacer, il est revenu, c'est pareil, c'était un veto assez aigri du métier, tu vois, et hyper stressé, et aucune confiance en lui. Et dès que je lui posais une question, il reprenait toute ma consultation depuis le début, et genre, il repesait le chat, tu vois. Donc j'étais une perte de temps, mais c'était Ouais. à la fin je posais plus de questions, j'étais là non mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir en fait. Et donc Hmm. ouais, c'était un peu Oui, niveau confiance en soi, c'était compliqué de la développer, en tout cas, dans ce ouais, contexte-là. On peut mais imaginer. Ouais. en soi, j'ai pas été si traumatisée que ça. Je m'attendais à être plus traumatisée que ça, mais c'est juste, je me suis dit, non, mais en fait, moi, je vais finir comme ce veto, là, dans quelques années, c'est sûr, tu vois. Ouais, l'image, elle t'a pas, ouais, l'image, elle t'a complètement freiné, ouais. Hmm. C'est ça dans quelques années, aigri, stressé, peur de l'erreur, machin. Quand j'aurais eu quelques trucs traumatisants, j'aurais tué quelques animaux, là. Et je me suis dit, ouais, non, c'est bon. En plus, la clinique, j'aime pas tant que ça, tu vois, le fait de, je sais pas, mais voir des animaux malades toute la journée, ça me déprimait aussi. Puis, Ok. ouais. Enfin, et puis, Ça le en plus. fait Hmm. d'avoir des consultes toutes les 15 minutes, tu peux pas creuser, t'es toujours dans le superficiel. Le rapport à l'argent, enfin tout, il y avait plein de trucs qui m'allaient pas du tout, tu vois. Mais ça, c'était encore dans cette expérience-là, tu veux dire, hein? Ouais, c'est ça. Dans Ouais, parce l'expérience que c'est de... vrai que oui, oui, en fait, tout ça, on peut avoir la main dessus, hein. Tu sais, les consultations, c'est vrai que toutes les 15 minutes, pour moi, pareil, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, je prends aucun plaisir, à part, à la limite, en médecine préventive, et encore, certaines, 15 minutes, c'est trop. Enfin, c'est trop peu, je veux dire. Mais ça, on a la main dessus. Il y a des cliniques qui font de toutes les 30 minutes, etc., tu vois. Il y a d'autres conditions. Mais c'est vrai Mm. que une première expérience qui peut être vraiment dans le dur comme ça, où non seulement tu te retrouves toute seule avec une autre 4e année, mais bon, avec très peu d'expérience, pas de filet quasiment, plus un veto quand il revient qui ne te donne pas du tout confiance parce que il repasse derrière tout ce que tu fais. Mm. Et on peut s'imaginer que ça peut dégoûter du métier. C'est Enfin, ça. sur une seule expérience, ça peut être assez violent. Et tu as bien fait de me rappeler, là, on est revenu sur une première question, et ma question initialement, c'était comment t'as quitté l'école, en fait, dans quel état d'esprit, avec quel ressenti? Ouais, du coup, donc, enfin, j'ai décidé de me réorienter dans quelque chose qui était autre que la clinique. Et ouais. Donc, finalement, enfin, j'ai eu une période un peu de crise identitaire parce que j'étais partie pour faire de la Ok. médecine interne à la base et j'avais fait tous mes stages là-dedans. Et du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au tout début, j'avais envisagé de partir dans la faune sauvage, mais
sauvage libre, tu vois, pas en zone. Je voulais pas travailler en zone. Donc captive, ouais. Voilà. Et en fait, en faisant les optionnels de Emmanuel Gillot, c'est vrai qu'en France, c'est surtout des choses dans l'épidémiologie où t'as pas de contact avec les animaux ou des nécropsies, enfin tu vois. Et je m'étais dit, oh non, j'ai pas envie de faire ça, ça me faisait pas, voilà, ça me donnait pas trop envie. Et du coup, j'avais un peu abandonné l'idée. Puis à la fin, je m'étais dit, oh allez, tant pis. Puis il y avait pas beaucoup de débouchés aussi. Elle nous avait vraiment bien mis en garde là-dessus. Et à la fin, je lui dis, bah tant pis, je vais quand même essayer, parce que là, franchement, les taux en clinique, ça m'inspire pas, là, après le premier emploi. Et du coup, j'ai cherché des masters pour m'orienter en écologie de la faune sauvage. Mais là, on peut en parler aussi, je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais gros problème, quand t'arrives en 5A, ils te font une présentation quand t'es à 5 maintenant. Avant dernière année, ouais. Voilà, il te présente en gros les spécialités que tu peux faire, mais les spécialités de master, moi je me souviens, il y avait une slide, et il te présente les slides des masters. En fait, en vrai, tu peux faire n'importe quel master, tant que c'est en lien avec ton projet professionnel, mais ça, personne te le dit, tu vois. Et en fait, c'est hyper compliqué de trouver les informations. Moi, j'ai eu Emmanuel Gillot qui m'a donné les infos et tout, mais puis j'ai contacté des étudiants via LinkedIn et tout ça, t'arrives à trouver, tu vois. Mais et en fait, ça, je pense que ça les arrange pas que les gens fassent pas de la clinique derrière aussi, vu qu'ils manquent de l'électricien. Mais donc hyper compliqué à trouver. J'ai raté le dépôt des dossiers en mai quand j'étais en A5 du coup. Et donc du coup, j'ai commencé une 5A canine parce que je me suis dit en plus il faut que je fasse de la pratique. D'accord. Parce que si j'arrête derrière, moi j'avais pas envie d'être nulle en pratique, tu vois. Mais en fait en 5A canine, enfin de la pratique on n'en faisait pas comme je te disais avant. Donc oui, ça changeait pas trop, tu restais quand même un peu spectatrice ou sur des actes que tu trouvais pas valorisants, pareil. Complètement. Et c'était même pire, je sais pas, ils avaient changé je pense peut-être suite à notre dictionnaire, ils avaient essayé de changer des rotations, mais c'était encore pire qu'avant, enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte aussi en parallèle que mon dossier, il était tout pourri pour rentrer dans un master parce que j'avais fait que des stages en clinique, tu vois. Et donc à la fin, je me suis dit, non mais là, j'ai essayé de négocier à faire des stages faune sauvage, mais c'est pas du tout passé avec le responsable de clinique de l'époque. Et du coup, j'ai arrêté au milieu de ma 5e année canine. Et j'ai demandé à faire une séjour de 6 mois qui n'existe pas, donc faites pas ça. Mais ouais, on m'a accordé une séjour de 6 mois quand même qui a été, j'ai passé là-dessus, mais ça s'est très mal passé avec l'administration. Parce que le responsable des cliniques canines a pris ça pour une insulte personnelle. Voilà, je sais pas, c'est son ego qui a pris un coup que je finissais pas la 5e année canine. C'est-à-dire, enfin, concrètement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand tu dis il l'a pris pour lui, enfin, ça a eu quoi comme répercussion? Eh ben, en fait, donc moi, je lui avais écrit une lettre pour lui dire que voilà, pour mon projet professionnel, j'avais soit besoin qu'il me laisse faire un stage de 4 semaines parce que l'OFB m'avait pris en stage. Il m'avait accepté en stage. Je lui ai dit, ils sont prêts à me prendre en stage. Soit vous m'acceptez 4 semaines de stage comme on a le droit de faire 4 semaines de stage en clinique quand t'es en 5A canine. Moi, j'ai dit, bah, c'est en lien avec mon projet professionnel, j'aimerais bien faire mes 4 semaines de stage, mais à l'OFB parce qu'ils m'ont accepté. Il m'a dit, bah, ok, mais tu refais 4 semaines l'été en clinique. Je lui ai dit, bah, c'est pas possible parce que j'ai déjà d'autres stages au mois de prévu parce qu'il fallait que je gonfle mon dossier à max, tu vois. Et du coup, il m'a dit, bah, du coup, non, quoi, enfin, c'est pas possible. Et j'étais là-bas dans ce cas-là, moi, pour préparer mon dossier, il faut que j'arrête parce que je serais jamais prête en master sinon, tu vois. Et lui, il a pris ça comme du chantage, je sais pas, mais et du coup, en fait, on avait une réunion avec l'administration et Emmanuel Gillot-Fondon qui avait accepté d'être ma prof référente parce que quand tu fais une césure, tu dois avoir un prof qui vérifie que tu fais bien des trucs en lien avec ton projet professionnel, tout ça. Et en fait, il s'est pointé, alors déjà, un quart d'heure de retard, tu vois, donc il arrive et s'excuse pas. Nous on était tous assis, il est resté debout, il m'a gueulé dessus en continu, genre impossible de caser un mot, tu vois, j'étais couverte de postillons. Ouais, là, à la fin, t'avais pas forcément l'occasion de prendre parole, quoi. Ah non, il m'a hurlé dessus et puis me dire des trucs complètement qu'en gros j'étais une ratée et que j'allais laisser tomber mes amis et que j'avais pas honte et machin, avec des trucs absolument horribles, alors qu'en plus j'avais les gens de mon groupe de clinique étaient parfaitement au courant. On avait trouvé quelqu'un pour me remplacer qui revenait d'un congé maladie, ça se goupillait hyper bien parce qu'elle, sinon, elle aurait dû se rajouter dans un groupe de clinique en plus, hein, bref. Donc, il y avait vraiment ce mot-là, le mot raté, je me suis fait insulter, hein, ouais, insulter. Et à la fin, il a dit, je veux plus jamais voir ta gueule de ma vie et tout, enfin, bref. Et donc, moi, j'arrivais même pas, en plus, je l'avais expliqué c'était une lettre parfaitement normale que je t'avais envoyée en lui expliquant que, tu vois, ça allait poser aucun problème pour l'organisation clinique et tout. Et ouais, il s'est excusé après auprès d'Emmanuel Gillot-Fondon et de Hélène Agasse qui était à l'époque à ça de la DEVE. Moi, il s'est pas excusé auprès de moi. Hein. Et après, il est parti. D'accord, ok.
Donc, une Euh, expérience, une ouais. mauvaise expérience sur cette partie-là. Voilà, et c'était la même personne qui avait dit à l'autre fille d'aller se faire soigner, donc je savais déjà qu'il était mauvais avec les étudiants. Heureusement, parce que ça m'a préparé, tu vois. Et je me souviens que j'avais dit à Emmanuel Gillot, quand il s'était incrusté à la réunion, je me suis dit, oula, je le sens pas, parce que je sais qu'il y a eu des expériences avec 2 élèves de ma promo, et tu vois, le décalage entre les profs et les cliniciens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe en clinique, parce que je me souviens qu'elle m'a dit, oh mais non, cette personne-là, bon je vais pas dire son nom, peu importe, Mhm. cette personne-là, elle est très bien, enfin c'était un beau collègue, tu vois, mais ils se rendent pas compte de la manière dont on est traité en clinique, et je pense que là elle s'est rendue compte sur ce coup-là que ouais, il y avait quand même un gros problème, quoi. Donc là je te Ouais, dis encore le manque de respect, tu voilà, vois. c'est ça. Et il y a une image très verticale, si tu veux, hein. Ça, c'était un peu l'image de ce qui se faisait avant, où vraiment le prof, donc qui était au-dessus, pouvait se permettre de dire tout ce qu'il voulait, sans forcément qu'il y ait de répercussions derrière. Où là, maintenant, on va, et tant mieux, vers quelque chose de plus équilibré, où l'étudiant, c'est pas parce qu'il est en dessous qu'il n'a pas droit à la parole non plus. Mm. Puis un minimum de respect, quoi. Tu te fais pas gueuler dessus comme ça. En plus, enfin moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il l'a fait devant témoin, tu vois. À la limite qu'il Ouais, le ouais. fasse dans un coin et tout, ça m'aurait pas. Mais là, je dis ouais, en fait, pour lui, c'est tellement normal de faire ça qu'il se pose Oui, pas c'est la question, tu normalisé. vois. c'est... Ouais, Mais bon, bref. Donc ouais, ça, je en fait, comprends. ça s'est fini comme ça. Je suis partie au milieu de la 5e année, du coup. Et alors après le choc, parce que je suis allée à Gap dans l'équipe Oulinx de l'OFB, et là, mais j'ai été traitée comme une personne normale, comme un collègue, tu vois. Et c'était franchement, c'était le choc de ma vie, quoi. On m'écoutait, on me valorisait, les gens étaient là, ouais, Alors, et comment ça se passait? Qu'est-ce qui fait que ces gens, ils t'écoutaient et qu'ils te valorisaient? En fait, bah ouais, en fait, t'arrives, concrètement. t'es vétérinaire, donc pour eux, tu sais, les vétérinaires, c'est quand même en France, t'as quand même un statut assez reconnu, quoi. Enfin, Hmm. pour eux, ils étaient hyper contents d'avoir un vétérinaire qui pouvait apporter son expertise, machin. En fait, ce que je faisais, c'est ils étaient en train de réviser les constats de dommages d'attaques de loups et autres sur les brebis. Ah, d'accord, Et ouais. ils avaient besoin d'un vétérinaire pour valider toutes les lésions et tout ça à prendre en compte. Et donc moi, bah forcément, t'y connais rien, quoi. Ce genre de truc quand tu sors de l'école veto, donc je m'étais hyper formée en Eh avance. oui. J'avais préparé le dossier. C'était là quoi, t'as préparé le dossier? Mais c'est trop bien. Je suis là, mais l'école veto, enfin, on te remercierait pas, quoi. C'est normal, tu vois. Enfin, que tu crames comme ça pour. Eh oui. Hmm. Ouais, voilà. Donc, Mais on t'a remercié pour le travail que tu avais fait qui n'était pas forcément demandé à la base. voilà, c'est Là où à ça. l'école veto, ton ressenti, c'est qu'on t'aurait pas forcément remercié. C'est ça. Puis tu sentais que les gens étaient contents d'être tes collègues, quoi. Enfin, ils disaient bonjour le matin, ils te souriaient, machin. À l'école veto, Et c'est c'est pas le cas, ouais. non, ouais. Je veux dire, on se fait souvent engueuler dessus, quoi. Enfin, c'est même pas qu'on te considère pas. C'est vraiment Ouais, il y a un l'ambiance est vraiment déséquilibre vraiment mauvaise, entre quoi. ce qui est agréable, voilà, de dire bonjour, d'avoir le sourire, de te remercier, et le désagréable qui est beaucoup plus présent dans Ouais. ton ressenti sur l'école veto. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah ouais, voilà, moi c'est vrai que tout de suite, tu te dis, ouais, il y a vraiment, quand tu sors vraiment du contexte vétérinaire, parce que je pense que le problème c'est aussi qu'on est tout le temps entre nous, et que du coup on se rend, finalement, après ça devient la normalité, tu vois, t'as plus de point de comparaison de ce qui est normal ou pas normal, et c'est quand tu Hmm. sors de ce contexte-là, ou que tu parles à d'autres gens qui sont pas vétos, qui te disent, mais en fait ils te regardent bizarre, ils te disent, mais ça va pas d'accepter qu'on te traite comme ça, ou de travailler autant d'heures sans être payé, ou de pas avoir 11 heures de repos consécutives, hein, comme il faut dans le code du travail, voilà. C'est bah non, c'est normal, quoi. On est motivé, voilà, on est investi, c'est Hmm. normal, quoi. Et du coup, c'est vrai que les cliniques tournent uniquement grâce aux étudiants et ils profitent vraiment de la motivation des étudiants pour exploiter, quoi. Il y a pas d'autre mot, hein. Ouais, il y a le sentiment d'être exploité qui revient. Alors encore une fois, hein, je reviens sur là, on parle de ressenti, et c'est ça qui est important aussi pour comprendre ce que ressentent les étudiants. Ce sentiment d'être exploité, sachant que, ça c'est toujours, hein, quand on prend du recul, effectivement, si on veut faire venir des gens, il y a du travail qui peut être perçu comme ingrat, ça c'est clair. Si ce travail n'était pas fait, il y aurait moins de clients, moins de propriétaires, donc moins d'actes pour les étudiants. C'est un espèce d'échange, enfin voilà, une espèce de troc. Après, ce qu'on entend, c'est que dans le ressenti des étudiants, qui était le tien, qui était le mien, c'est des fois on sent que c'est trop déséquilibré dans le sens tâche ingrate, alors qu'on est là pour apprendre. C'est C'est ce ça, qui revient très souvent. exactement. Comme je disais, Ouais. c'est pas le problème de travailler beaucoup et de faire des tâches ingrates, c'est normal, les vétos en font aussi après. Le Ouais, problème, c'est que on s'attend à avoir de la réciprocité en termes d'apprentissage. c'est ça. T'es là pour apprendre. Si t'as pas l'apprentissage, c'est de l'exploitation parce que toi, t'as aucun retour, tu vois. Aucun retour. Ouais. Ouais. Aucune contrepartie, ouais. Et Lucie, là, on arrive sur la fin de l'interview. Voilà, qu'est-ce que tu voulais nous dire pour cette fin? Bah peut-être expliquer un peu ce que j'ai fait après parce que c'est vrai que Ouais, mon parcours il est pas forcément habituel. ouais, carrément. Du coup donc j'ai arrêté la clinique,
Donc j'ai pas arrêté complètement l'école veto, parce que faut pas abuser, quoi. J'ai voulu finir quand même. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retapé ma 5e année, j'ai repayé les frais de scolarité pour coupler la 5e année avec une année de master, ce qui est possible de faire, comme je t'expliquais avant. Et donc moi j'ai fait un master en écologie et éthologie à l'université de Strasbourg, ce qui m'a permis de coupler le mémoire de master 2 avec ma thèse vétérinaire. Et j'ai trouvé donc j'ai cherché un stage, parce que tous les étudiants que j'avais, et ça je le conseille pour les gens qui veulent faire un master, contacter les étudiants qui ont fait avant, pour savoir, pour savoir quoi mettre dans son dossier, parce qu'en fait c'est pas forcément les choses qu'on pense. Et avoir déjà un sujet de stage avant de postuler, c'était un truc hyper important qu'on m'a recommandé de faire. Et du coup, j'ai cherché un stage, et j'ai une veto qui m'a prise un stage en Norvège pour faire pour travailler sur le sujet de la reproduction des ours bruns. Et du coup, voilà, je suis partie là. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, et que c'était le bordel. Enfin, j'étais censée y aller, ils ont fermé les frontières la veille de mon départ. Bref, c'était un peu épique. Tu peux imaginer, ouais. En tout cas, ça change de l'école veto et du projet initial en médecine interne en pratique, de partir sur la reproduction des ours en Norvège. Il y a un gros décalage. Mais c'est passionnant, hein. Ouais, et puis du coup, ma thèse de départ, c'était sur la douleur chronique, donc ça n'avait plus rien à voir. Mais du coup, je suis partie, j'ai fait mon master à Strasbourg. Moi, c'était le Covid, donc c'était un peu dommage, donc j'ai pas eu l'expérience étudiante habituelle, mais bon. Et après, stage de 6 mois en Norvège, pendant le Covid aussi. Et ensuite, après ça, comme ils étaient contents de moi, ils m'ont pris en thèse doctorale sur le sujet que je t'ai dit. Voilà, sur l'impact du changement climatique sur la reproduction des ours et des élans. Parce que là-bas, c'était sur les élans, et puis j'étais là, est-ce que je peux faire les ours? Parce que c'est quand même intéressant. Puis ils sont vachement flexibles en Norvège, je me suis dit, mais oui, vas-y. Mais c'est bien que tu le redises, parce que tu me l'avais dit, je crois, c'était la discussion avant qu'on enregistre. Donc voilà, comme c'est ton sujet de thèse actuel pour le statut, pour obtenir, je vais y arriver, le doctorat. Voilà, c'est ça. Trop cool. Est-ce que tu autorises éventuellement des étudiantes qui nous écoutent à te contacter si ils veulent en savoir un peu plus sur le sujet, etc. Ouais, carrément. J'ai déjà des étudiants qui m'ont contacté. J'ai pris des gens en stage. Là, moi, je prendrai plus en stage dans le cadre de mon doctorat, parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais je sais que mes superviseurs, ils prennent régulièrement des gens en stage, et ils sont très contents des Français. On est en train de coloniser la Norvège sur nos campus. Donc, je pense qu'on va bientôt remplacer le drapeau norvégien par le drapeau français. Mon propre père est en Suède depuis 2 ans, il y a des projets là-haut. C'est vrai que les Français, je crois qu'il y en a, mine de rien, il y en a pas mal en Scandinavie. Ouais, ils sont assez contents des Français, ouais. Et oui, non, il n'y a pas de souci. On a une grosse valeur travail qui est perçue à l'étranger. On n'en a pas conscience en France, mais... carrément. Ouais. C'est pas du tout les conditions de travail là-bas sont vraiment cool. C'est clair. Trop bien. Bah écoute, Lucie, je te remercie encore pour le temps que tu nous as consacré sur ce sujet qui est passionnant et qui est encore une fois très très actuel. Le but, évidemment, c'est qu'on entende ce ressenti, qu'on entende comment les étudiants vivent les situations diverses et variées en école. Et le but, c'est de réfléchir à comment on peut faire pour plus d'écoute, quelque chose de constructif, des échanges constructifs, que ce soit du côté des enseignants, du côté des étudiants, et de manière bilatérale, quoi. Donc, merci beaucoup, Lucie. Je te souhaite le meilleur pour la suite. De toute façon, on reste en contact. Et puis, les gens qui veulent te contacter, éventuellement, ils peuvent te trouver où? Sur LinkedIn ou sur Facebook, ouais. Les deux marchent. Okay. Bon, top. Donc, ils te trouveront là-dessus. Super. À bientôt, tout le monde, pour de nouvelles aventures. Salut, Lucie. Salut. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indianavet, qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!